J'ai travaillé en Afrique, notamment en RDC, où là j'ai eu l'occasion de coacher une équipe pendant 2 ans. C'est les formations AFC, de Asian Confederation. Donc toute la, je dirais, fortement influencé par tout ce qui est tout ce que Nantes a fait dans le foot. Jean-Claude Ciodo, Monsieur Denouex. Ouais, voilà, Arribas, sur de Noëx, voilà, Ah. tout. Aujourd'hui, c'est avec une petite voix enrouée que je m'exprime, je suis incapable de savoir pourquoi. Bref, troisième épisode, troisième rencontre. Cette fois-ci, je donne la parole à monsieur Raphaël Blanchon, qui se présentera au bout de 10 minutes d'épisode. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de structure parfaite dans ce podcast. Néanmoins, je peux quand même vous spoiler quelques petits éléments. On parlera de PVT, de permis vacances-travail ou comment s'expatrier assez facilement entre 18 et 30 ans, notamment dans son cas en Océanie, en Australie, ou comment découvrir le football dans un autre coin du monde, comment découvrir le voyage autrement, et notamment avec une petite touche à la nantaise, mais aussi découvrir le football en République démocratique du Congo. Vous l'aurez compris, ça part un peu dans tous les sens. Ainsi, même si vous le savez déjà, ces 2 heures de podcast pourraient vous faire peur, donc n'hésitez pas à passer des moments entre familles, un peu de podcast, un peu de bonheur, et je vous souhaite une excellente écoute. Ça va, Raphaël? Bah ouais, écoute, ça va, hein, très bien. Ah, je suis Très content de bien. te voler un peu de ton temps. Non, mais pas de souci, on est bien. Ok, cool. Est-ce que tu connaissais cette application? Je suppose que Non, oui. non, non, Non? non, Ah, non. donc t'es pas un gamer. Non, je suis pas un gamer, non. Ok, moi non plus, mais j'en ai entendu parler de certains gamers. Ouais, bah écoute, c'est des trucs fiables généralement, les trucs de gamer. Ouais, ils m'ont dit que c'était la Rolls-Royce de la communication. Ok, D'accord. pas de problème. Non, j'avoue, en plus, tu m'avais dit, ouais, novembre, décembre, j'ai beaucoup de dispo et tout. Après, bon, finalement, ça s'est pas fait. Et puis, Après, moi, là en décembre, j'ai attaqué ma demande de visa là, et c'est quand même ah, c'est pour ça. c'est assez compliqué. Il me manque toujours des documents actuellement, donc je te dis. Sérieux? Ouais, ouais. Donc bon, j'avais tout ça à faire Et ce que je qui suis est en très train de finir en important. ce moment. Ouais. Et puis ouais, voilà quoi. C'est les Rappelle-moi, dernières semaines. c'est. Attends, donc toi, t'es venu en PVT première année, après t'as fait un visa étudiant, c'est bien. Non, un Ouais, sponsorship ouais, c'est ça. Étudiant, ouais. étudiant le deuxième. Étudiant deuxième, et là, je suis en train de faire une demande pour un visa de travail sponsor. Ah, voilà, parce que ça a bien fonctionné avec le club et tout ça, et donc Voilà, c'est ça. Ouais. t'es sur ta troisième année, Là, j'attaque la quatrième. t'attaques la J'attaque la quatrième. quatrième. J'ai fait 2 années d'étudiant. Ah, exact. C'était lorsque tu l'obtiens, c'est un an renouvelable ou c'est 2 années tout de suite Non, en fait, il y avait deux parties. Il y a une partie, ce qu'ils appellent un certificat 4 qui faisait 9 mois. Et après, il y avait un diplôme qui en fait 18. Ok. Et qui là se termine dans 3 mois. Euh, donc voilà. Après, le certificat 4, c'est un des prérequis pour pouvoir faire la demande de visa. Donc c'était quelque chose que je devais faire absolument. Et puis après, après ici, vu qu'on fonctionne en saison sur l'année civile, Oui. j'ai fait une deuxième saison d'étudiant. Et puis là, on fait la demande pour passer en contrat de travail, avec un vrai contrat de travail, quoi. Et rappelle-moi, peut-être que j'ai loupé, tu me dis certificat 4, c'est. Ouais, c'est lié à, enfin, c'est propre à l'Australie. C'est des diplômes qui sont propres à l'Australie. Ah, c'est un diplôme de foot? C'est un diplôme étudiant? Non, c'est en sport coaching. Donc c'est en sport coaching. Moi, mon option, c'est yoga. Ok, Donc, cool. donc en gros, il y a quand même pas mal de matières. C'est assez, ça va du coach à la salle de sport, à avoir sa petite entreprise. Donc on a quand même pas mal de sujets
transversaux. Et puis après, il y a une spécialisation au niveau du yoga. Mais bon, ça reste quand même, c'est pas d'un niveau très élevé. Moi, tout ce qu'on a fait là, c'est des choses que j'avais fait en université, en DUT, plus principalement. Mais voilà, il y a un peu de management, un peu de coaching, un peu d'anatomie, un peu de tout, quoi. Première année, t'arrives PVT. Deuxième année, t'appliques pour le truc étudiant. Et donc, c'est le Ouais. certificat 4, c'est deuxième année. C'est ta première année étudiante, deuxième année étudiante? Non, c'est les premiers 9 mois. D'accord, parce que t'es obligé de le faire lorsque tu étudies en Australie. Ça fait partie des possibilités que t'as, quoi. D'accord. D'en étudier. Moi, après, vu que c'était en relation avec le coaching, D'accord, ok. c'était ce qui me convenait le mieux, mais j'aurais pu prendre anglais, management ou business. C'est bon. Et deuxième année, t'as opté des pour quoi? dizaines de possibilités. Et là, donc la deuxième année, c'était la même chose, mais c'est juste le niveau du dessus, quoi. D'accord. Et là, t'as un diplôme? Ils t'ont délivré un diplôme? Et là, donc, il y a un diplôme là qui se termine dans 3 mois. D'accord, ok, c'est bon, I get it. Et c'est Ouais. toi qui finance les études ou Ouais. c'est... Ouais, Ouais, c'est moi. d'accord. C'est cher? Ça coûte 16 ans, 1600 $ australiens Le par semestre? trimestre. D'accord. Ah, par Trimestre. trimestre. Ok. Ouais. Ish. Quand même. Donc après, 1600 $ australiens, je crois que c'est pas loin de faire un peu plus de 1000 €. D'accord. Ok. Et moi j'avoue ça m'intéresse parce que au niveau des papiers, j'en ai fait un peu quand même au Canada sur 4 ans. Là, t'es à Ouais. 3 mois de ta deadline. Tu considères qu'il y a urgence ou pas du tout? Alors je suis pas à 3 mois parce que j'ai encore deux ou 3 mois après la fin de mes cours pour pouvoir soit avoir un autre visa, soit quitter le pays. Donc en gros, moi, ma deadline, elle est mi-mai ou fin mai. Elle est fin mai. D'accord. Elle est fin mai, ma deadline. Donc là, il reste très peu de documents à récupérer. Ça devrait arriver dans la semaine qui arrive. Non, il n'y a pas d'urgence. Après, une fois que la demande de visa est faite, on est en bridging visa. Donc là, ça peut durer un moment aussi. Donc non, il n'y a pas trop de stress à ce niveau-là, pour l'instant. Ok, c'est bon, I get it. Ouais, ce serait dommage de quitter la saison. Bah ouais, carrément. Parce que- Non, Ouais, parce que là, ça se passe bien. Bah écoute, ouais, la saison dernière s'est bien passée. D'accord. Celle d'avant aussi. Après, la saison dernière, elle a amené un peu de résultats, donc c'était encore mieux, je dirais. La saison qui vient de s'écouler? Ouais, D'accord. avec les 16. Puis les 10 aussi, mais bon, les 10, on s'en occupe vraiment pas, il n'y a pas de classement, il n'y a rien. D'accord. Mais donc avec les 16, on a un classement à 24 équipes. Donc ça donne toujours sur 24 équipes, si tu joues bien, t'es au moins dans la première moitié, quoi. Il n'y a pas de secret. Ouais, non, carrément. J'ai. Non, c'est vrai que j'essaie de me souvenir de ce dont on avait parlé et là, ce que j'ai envie de même me dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, Ouais. ce qui m'intéresserait, comme je t'ai dit, là, j'ai lancé l'enregistrement et tout ce qu'on dit, il n'y a pas de souci. Si jamais, je t'en avais déjà parlé, si tu veux qu'on coupe, on peut couper, ou il y a des séquences et tout, il n'y a pas de problème. Et moi, je sais pas à chaque fois je dis ça et tout, parce que moi ça me fait rire et tout, mais je sais pas qui va écouter, je sais pas si un jour il y en a qui vont écouter, s'il y en a 3 ou 5 ou 10. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai parlé à quelques potes et ça peut les intéresser. Et j'ai notamment parlé de ton profil et j'ai envie de dire, mais qui n'a pas envie de savoir comment ça se passe en Australie, le foot? Enfin, moi je suis le premier à vouloir le savoir. Et si jamais il y en a qui connaissent pas et qui écoutent le podcast et qui aimeraient au début du podcast savoir un peu qui t'es, c'est pas une question piège, mais en gros, tu as la liberté de te présenter. Donc
Raphaël, c'est un plaisir de discuter avec toi pendant ces quelques dizaines de minutes, ou voire un peu plus en fonction du temps que tu as. Et je te laisse la parole pour te présenter, si ça te Bah, convient. merci. Merci Thomas, oui, y a pas de problème. Voilà, moi je m'appelle Raphaël. Je suis en Australie depuis maintenant, j'attaque ma 4e année. J'ai commencé à coacher vraiment en Australie. Moi, j'ai un passé dans l'hygiène, sécurité, environnement, donc sécurité au travail. J'ai travaillé en Afrique, notamment en RDC, où là j'ai eu l'occasion de coacher une équipe pendant 2 ans, au niveau tout ce qu'il y a de plus bas, mais avec une passion énorme. Donc voilà, moi ça m'a donné envie de coacher. Après, je suis parti sur un autre projet où j'avais pas cette possibilité-là et ça m'a vraiment manqué. Donc, du coup, j'ai décidé de me lancer. Dans le coaching à partir de rien, quoi. Et donc l'Australie, c'était quand même un bon moyen pour moi de venir ici. C'était facile de faire un visa vacances-travail et après étudiant. Et puis les formations, comme les formations UEFA, c'est les formations AFC de Asian Confederation, donc toute l'Asie. Et donc à partir de ces diplômes-là, ils sont valables dans toute l'Asie. Donc j'ai passé la licence C. Je viens de finir la licence B. Et donc, en gros, rien qu'avec une licence B, je pense qu'en Afrique, il y a possibilité, en Asie, il y a possibilité de trouver pas mal de travail. Et puis après, mon objectif, là, c'est de passer la licence A en 2021. Et puis après, comme ça me permet d'être très confortable en matière d'emploi, je dirais, sur toute l'Asie. Donc voilà, je suis content de comment ça se passe pour l'instant. Je suis en Australie, à Sydney, dans la banlieue nord de Sydney, une banlieue assez chic et assez verte. Et donc voilà, où tous nos entraînements et les différentes activités que j'ai ici en lien avec le football se passent. Et donc voilà, je suis très confortable ici pour l'instant et j'espère que ça va continuer, quoi. Ah, merci, merci Raphaël. Raphaël, Ouais. tu t'es mis en danger. Ah bon? Tu t'es mis en danger parce qu'avec tout ce que tu me dis, on va pas avoir le temps de discuter. Non, mais j'ai du temps aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup de questions à te poser. Et puis on y va. Ah, non, mais t'as déjà parlé de ton expérience en RDC. Déjà, tu m'en avais déjà parlé, mais ça, moi j'ai envie d'en revenir. T'as parlé d'Australie PVT, étudiant, des licences de foot, du foot. Ah, oh là 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 là. Tu m'as ouvert la boîte de Pandore, c'est bon. Je sais même pas par où commencer. Si, vas-y, viens, on commence par le début. Parce que ça m'intéresse et finalement, j'ai jamais vraiment posé les bonnes questions parce que je me rappelle, on était à la formation de François Kieffer, on s'est rencontrés. MPP. Exact, à la formation MPP. Bah, franchement, je pense qu'il y a 5 ans, un truc comme ça, 4 ans. Et déjà, ton parcours m'avait surpris. Et non, j'aimerais. Ouais. Si on reparlait un peu, même si c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout le foot en Australie, évidemment. Mais je suis curieux un peu de savoir comment les premiers jours où tu as lancé ton projet en RDC parce que tu aimais le foot. Je me souviens que tu m'avais raconté quelques bribes. Tu m'avais dit, ouais, on a commencé un peu comme ça, et puis il y a eu une émulsion, ça a intéressé des gens, puis finalement, au bout de quelques temps, il y a eu plein de monde. Donc, je t'en prie, ça m'intéresse. Ouais, bah écoute, donc moi je suis arrivé là-bas pour travail uniquement, et puis donc quand je suis arrivé, il y avait déjà une petite compétition dans le village avec il y a quoi, 8 équipes. T'es dans quel village à ce moment-là? Ça s'appelle Nseke. Ok, donc on est en RDC. C'est en RDC, dans la province du Katanga, donc dans le sud du pays, pas loin de Kolwezi, qui est la plus grande ville. Et donc voilà, donc moi je suis arrivé pour travailler sur une centrale en tant que manager de la sécurité sur une centrale hydroélectrique. D'accord. Et donc voilà, donc la centrale hydroélectrique a fait vivre
tout un village en fait, où il y a quand même beaucoup de gens qui y travaillent directement ou indirectement. Et donc il y a un terrain dans le village et donc il y a une compétition annuelle avec huit équipes quoi. Et donc il a paru qu'il y a une équipe qui cherchait un coach quoi en gros. Et puis Excellent. moi je suis passionné de foot, je suis de Nantes, donc je me revendique quand même. Je dirais fortement influencé par tout ce que Nantes a fait dans le foot. Jean-Claude Ciodo, Monsieur Denouex. Ouais, voilà, Arribas, Ciodo, Denouex, toutes ces périodes-là. Encore aujourd'hui, j'essaie de regarder des matchs de cette période-là. Quoi qu'en ce moment, c'est pas mal. Hein. J'ai vu quelques matchs avec Monsieur Gourcuff. Maintenant, il y a Gourcuff. Maintenant qu'il y a Gourcuff, ça fait très plaisir. J'ai regardé quelques matchs et ouais, une petite régalade. Bref. Donc voilà. Donc après, moi, j'ai cette sensibilité-là. Et puis moi, à l'école, on m'a appris, en université, on m'a appris à manager, quoi. En gros, la sécurité, ce qu'on m'a appris, c'était à manager. Et donc voilà, on a commencé à faire un entraînement, 2 entraînements, acheter un ballon, 2 ballons, 3 ballons, et puis après on est passé de un entraînement par semaine à 2 entraînements par semaine, et puis après les joueurs viennent me voir, on va s'entraîner le lundi, et donc voilà, et puis donc au bout de 2 ans, on se retrouvait à des entraînements où parfois j'avais presque 30 joueurs, ce qui est incroyable, parce qu'ici c'est presque impossible, même pour un club dans lequel je suis là, qui est un club semi-professionnel. On n'a jamais autant de joueurs à l'entraînement pour pouvoir travailler, quoi. Et donc ouais, non, c'était vachement sympa. Et puis la passion autour, les gens, quoi, on a fait des matchs où il y avait presque 1000 personnes qui venaient. C'était incroyable. Incroyable. Juste pour être sûr, tu me dis comment t'as su qu'il recherchait un coach et c'est quoi, il y a quelqu'un qui te contacte, toi tu postules, tu te présentes au terrain, tu dis moi je veux coacher. Non, en fait l'équipe des gardes de sécurité en fait. Ah exact. Ok. Composé comme ça, et donc le chef de la sécurité, quand on discutait, il me disait on cherche un coach. Je dis écoute, je vais m'essayer. Et donc après, en gros, il y a 2 personnes qui prennent des décisions dans le chef de la sécurité numéro 1 et celui numéro 2. Quoi. D'accord. Et donc voilà, et donc après, voilà, vu que les joueurs étaient réceptifs, après, on s'est même pas posé la question de savoir si ça marchait ou pas, quoi. On est parti direct. On est parti direct là-dessus, et puis après, on est renforcé, je dirais, avec des jeunes qui sont à l'école, quoi, des ados qui avaient 15-16 ans à cette époque-là, et donc voilà, ils ont intégré un peu l'équipe, et puis du coup, on avait des joueurs de 15 à 35, 38 ans, quoi. C'était sympa. De 15 à... Ok. Tu te souviens de ta première séance? Non, franchement, non. Non, La première, c'était un peu... Je me rappelle plus de quand je m'adresse à eux, quoi, au début. Mais après, je pourrais pas revenir dans le détail de la séance. Mais bon, c'est vrai que c'est intimidant, quoi. Hein. Moi, je les connais pas. J'avais jamais fait ça avant. Le terrain, c'est un... Ouais, excuse-moi. Ouais, le terrain, c'est un terrain... En saison des pluies, il est moitié stabilisé, moitié herbe. En saison sèche, il est totalement stabilisé. Il est pas vraiment plat. D'accord. Il est pas vraiment plat, mais bon, voilà, les buts sont là. On met les filets le jour de match, et puis il y a quand même quelques lignes. Et puis voilà. Hein. Attends, je reviens dessus là. Les premières séances, à la rigueur, peut-être pas la première, parce que c'est vrai que ça date un petit peu. Qu'est-ce que tu leur dis en termes de présentation et quand tu t'adresses à eux, et un peu quels sont, je vais dire, ton fil conducteur, ta ligne rouge, un peu pour en gros planifier un peu la séance de la semaine, les prochaines séances, et un peu qu'est-ce que tu mets dans les séances, un peu, tu sais, comment tu t'organises dans le contenu. C'est vrai que c'était donc j'avais aucune quand j'y repense maintenant, c'est vrai, j'avais aucune notion, enfin j'avais jamais fait de formation ni rien, quoi. Donc c'était pas évident, mais on faisait beaucoup de moi je recopiais quand même pas mal de choses que moi j'avais connues dans mon passé de joueur.
Et notamment de la possession. On faisait beaucoup de possession à 5 contre 5, 6 contre 6 sur des grands espaces pour juste conserver le ballon, quoi. On faisait ce qu'on appelle passing practice ici, un peu en isolation, quelques passes en isolation à 10 contre 3 ou à 10 contre 4. C'est ce genre de choses-là. Après des matchs un peu avec plusieurs buts. Pareil, dans le but de garder le ballon, de changer le jeu. Je pense que c'était un peu là-dessus qu'on se basait au début, parce qu'après, voilà, le constat, c'était que quand le ballon était dans notre camp, ça partait long systématiquement. Et que déjà, quand ça partait long, ça partait pas forcément à un endroit précis, avec des courses précises. Et donc voilà, donc après, le but, c'était vraiment de garder un peu plus le ballon, de s'amuser avec, et puis de faire... c'est ça, c'était un peu partir là-dessus, quoi. Tu as vu quelques différences? L'expérience a duré combien de temps? 2 ans, tu m'as dit? 2 ans, ouais. Tu as vu des différences en termes de contenu au bout de quelques temps, au bout de 6 mois, peut-être 8 mois, entre les séances que tu as fait et puis ce qui se passait sur le terrain? Là, déjà, il y a une grande partie qui est mentale. Parce que quand on a le ballon... quand on a le ballon dans nos 30 premiers mètres et puis qu'on décide de le balancer systématiquement, c'est que mentalement, on est préparé pour ça, quoi. Donc, le premier truc, c'était de mentalement les préparer pour le garder. Et puis ça vient vite, quoi. Au moins, le fait d'essayer de le garder au bout de quelques semaines, on joue 1 ou 2 matchs. Et puis après, on voit déjà que là-dessus, ils essayent. Et ça, c'est déjà une grosse progression. Après, techniquement, ça, c'est vraiment des joueurs. Mais vu que le terrain était vraiment mauvais et que on s'entraînait quand même dessus 2 et puis 3 fois par semaine, et là, au bout de quelques mois, il y a quand même techniquement un peu plus de qualité. Et puis les contrôles, au lieu d'en louper 2 sur 3, on va en louper 1 sur 3. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à aller dans le dernier tiers un peu plus facilement. Et puis après, j'avais quand même quelques bons joueurs dans le dernier tiers pour pouvoir mettre des buts. Donc, vraiment les jeunes que j'avais. Donc ouais, non, au fur et à mesure, ça s'est construit. Et puis après, on avait une rivalité avec le club des employés de la centrale, quoi. Donc à l'intérieur de ce championnat, il y a quand même une grosse rivalité entre ces deux. Et puis le but, c'était d'aller les détrôner, quoi. Dans une bonne ambiance quand même? Ouais, bien sûr. Ouais. On se connaît tous, donc ça restait dans une bonne ambiance, mais parfois, voilà, avec toute la passion qui peut naître de ça, quoi. On doit pas se rendre compte, même moi le premier, quand tu parles de passion, on a beau voyager, le foot, on partage la même passion, mais en RDC, quand tu as beau dire que c'est un championnat à 8 équipes, que c'était des équipes d'employés et qu'à un moment donné, au bout d'un certain moment, il y a 1000 personnes, j'imagine qu'il n'y avait pas de tribune, pas forcément, pour tout le monde. Non, c'est sur une colline, tu vois, c'est sur une... Ouais, donc le terrain, il est en contrebas, donc les gens, ils sont sur la colline. Est-ce que même moi c'est pas ça me fait sourire, c'est pas ça me fait rire, c'est ça me donne le sourire parce que je me dis j'aimerais un jour vivre ces émotions-là, ça doit quand même procurer quelques émotions. Et j'allais même te dire si on pouvait se permettre de comparer un peu, c'est pas l'idée, il n'y a pas de réponse parfaite ou pas, mais si on pouvait se permettre de comparer un peu l'expérience que tu as vécue en RDC au début et puis celle en Australie maintenant, je pense que la passion, l'environnement, c'est une des particularités. Est-ce que justement, toi, tu serais capable de citer quelques particularités sur ce que tu retiens, notamment positivement, ou peut-être des trucs que tu as moins aimé sur ton expérience, même si elle n'était pas professionnelle ou pas, hein, c'est pas l'idée, mais... Non, moi, ce que j'ai quand même beaucoup aimé en Afrique, c'est que tout le monde aime le foot. Tout le monde aime le foot. Les gamins, ils fabriquent avec des sacs plastiques et ils jouent au foot, même dans notre petite compétition. Le lundi au travail, ça parlait du match du week-end, et puis le vendredi, ça parlait du match qui allait avoir le week-end prochain. Et, dans la ville, dans le village, au travail. Dans le village, au travail. Ouais, ah.
J'ai même des gens du village que je connais pas qui viennent me voir, qui viennent parler: «Ouais, ce joueur, il est pas bon», incroyable. Des Sérieux? trucs, ah ouais, mais lui, il faut pas le faire jouer, des gens que je connais pas, quoi. Ah, Incroyable. parce que tu commençais à avoir une petite notoriété, puis les gens savaient qui tu étais. Bah, ouais, les gens, oui, déjà, bah, quand t'es blanc, déjà, les gens, ils Mm. te reconnaissent plus facilement, non, là-bas. D'accord, C'est exact. quand même, et puis, ouais, c'est ça, après, vu que tout le monde se connaît, c'est ça prend très vite, quoi. Ici, en Australie, c'est pas, c'est, c'est pas le sport numéro un chez les adultes, ça le devient chez les enfants. Ah, ok, intéressant déjà. Donc, on est en cours de, je sais pas, Transition. culturisation, je sais pas si ça se dit, mais D'accord. Allez, ça vient disons-le. notamment quand même avec le fait qu'il y ait beaucoup d'immigrés ici, que ce soit d'Europe, d'Amérique du Sud, et donc ils viennent et là leurs enfants commencent à être dans les clubs de foot. Là, ça Donc m'intéresse, là, là, Raphaël. Ouais, je me permets de te couper, excuse-moi. Si on rentre un peu plus dans les détails, c'est quoi un peu. Enfin, quelles sont, pardon, les nationalités, s'il fallait en citer 5, 6, qui justement amènent cette passion du foot? Tu as parlé d'Europe et d'Amérique du Sud, et s'il fallait en relever 4, 5, tu citerais quel pays? il y a ici, alors à Sydney, je dirais qu'il y a l'italien, Ok. croate, Ah, serbe, dans des clubs différents, bien sûr. UK, il y a quand même énormément de ah, gens ok. d'Angleterre, Écosse, Pays de Galles. Donc je dirais que pour l'Europe, c'est principalement. Il y a une influence énorme de la Première Ligue dans la tête des gens et dans le fait, dans le football. Et après Amérique du Sud, Brésil, il y a quand même Brésil, il y a des Argentins aussi, Hmm. principalement, je dirais. Et donc voilà. Après ça dépend. Dans Sydney, c'est vraiment par quartier aussi, Ouais, exact. en fonction des différentes parties de la ville. C'est anglo-saxon, quoi. Donc Ouais, les communautés. ouais, Qu'est-ce c'est qu'il. Je sais que c'est une vague question et tu n'auras peut-être pas toutes les réponses, mais si jamais tu as eu l'occasion d'échanger avec certains enfants ou certains parents, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce qu'ils quittent leur pays ou ils viennent en Australie pour venir chercher quelque chose? il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui quittent leur pays, il y a des gens qui viennent ici pour le travail et puis qui décident de s'y installer. Après, il y a des gens qui viennent. Ouais, c'est ça principalement. Quoi. Il y a quand même eu beaucoup de demandes en termes de main d'œuvre et de plein de métiers qui ont fait que beaucoup de gens ont immigré ici. Ok, Et puis ok. avec des conditions financières qui sont quand même meilleures que dans les pays où ils vivaient avant, quoi. Idem pour toi? Sans rentrer dans les détails, mais idem pour toi? Ouais, pour moi, ouais, je pense, ouais. D'accord. Là, ce que je fais ici en France, ça serait pas possible. Ouais, d'accord. Je sais que ton emploi Pas vraiment. en RDC, bah, tu étais très bien rémunéré, c'était une expérience Ouais. professionnelle de qualité, et puis les conditions étaient très bien, mais là, on sait que tu t'es réorienté dans un parcours d'éducateur, d'entraîneur, donc c'est plus tout à fait les mêmes compétences et le même parcours. Non. Et justement, bah, tu l'as en préambule, tu en as parlé un petit peu. Qu'est-ce qui te fait choisir l'Australie pour lancer un peu ton parcours d'entraîneur? Parce que je serais curieux. La question que j'aimerais surtout te poser, c'est au moment où tu te dis, ok, moi mon truc, j'ai envie de me lancer dans l'entraînement. Est-ce que tu te lances un plan sur 5, 10 ans et puis tu te dis, ok, je vais commencer par cette partie, j'entame ces formations. Est-ce que c'était planifié à peu près ce que tu souhaitais faire? Ou tu t'es dit, non, bah, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je sens qu'en Australie, je peux commencer quelque chose et on verra. Euh, alors déjà, avant d'aller bosser au Congo, j'ai fait un PVT en Nouvelle-Zélande Ah, ok. de 11 mois. Et donc en fait, en Nouvelle-Zélande, tu rencontres beaucoup de gens qui sont allés en Australie et ou qui vont aller en Australie. Et donc il y a quand même, j'avais déjà je savais que l'Australie était attractive en termes d'emploi déjà, et D'accord. puis en termes de facilité d'avoir un visa, c'était fait en quelques secondes pour avoir un PVT. Donc c'était déjà dans un coin de ma tête, même sans penser au coaching, quoi. Et donc après, une fois que je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans, le but c'était comment à partir de rien, je peux essayer de me retrouver avec un travail Exact. dans le coaching au plus vite, quoi. Sachant qu'en Donc j'étais Nouvelle-Zélande, tu fais pas de foot.
Sachant qu'en Nouvelle-Zélande, non, je fais pas de foot. Non, moi, j'ai voyagé, je fais vraiment vacances-travail. Ouais, il me semblait que tu m'en avais parlé. D'accord. Donc voilà, à partir de ça, j'ai donc décidé de l'Australie parce que déjà les diplômes de football sont sur toute la Confédération asiatique et que du coup la Confédération asiatique c'est quand même un sacré paquet de pays. Effectivement. Plus il y a de pays, plus il y a de chances de trouver un travail, et puis il y a aussi le côté il y a possibilité de monter très vite. La licence B et la licence pro, au plus vite, je crois que tu peux le faire en 8 ans, mais il y a quand même une attractivité là-dessus, quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu l'as su, ça? Tu t'étais renseigné? T'avais Parce rencontré que quelqu'un? je me suis renseigné, je suis allé voir sur les sites les différents, ce qu'ils appellent les coaching pathways, les différents, c'est les organigrammes là, Ouais, les parcours, exact. Voilà. Donc voilà, donc à partir de la facilité d'avoir un visa. Et puis donc c'était toutes ces conditions-là réunies. Après, j'avais aucune idée que le coaching ici était si comment dire ça, si le business autour du coaching ici était si important, quoi. Ça, je n'imaginais pas. Mais donc voilà, quand j'ai choisi au début, c'était vraiment en fonction des diplômes à passer, de la facilité d'avoir un visa, et puis qui pourrait après ensuite me donner l'opportunité de trouver un travail en Asie. En gros, c'était là. Ok. Et ouais, par la suite, tu n'avais peut-être pas forcément envisagé de rester forcément en Australie. Non. Tu te dirais peut-être d'obtenir un emploi dans un autre pays. Tu pensais à quel pays notamment? Tu m'avais parlé un peu. Moi, j'étais vraiment ouvert sur tout, quoi. Ah, Ouais, tu pourrais envisager d'aller plus haut. Sur la Chine, Corée du Sud, Chine, Japon. Corée du Sud, peut être aussi Inde. En Inde, ça se développe aussi pas mal. Mm-hmm. Donc il y avait vraiment pas de limite, quoi, là-dessus. Hein. Quand tu parles de business, tu fais référence à quoi dans le coaching? Je fais référence à tout ce qui est en gros, moi je travaille pour une association de foot, et donc on nous envoie dans des clubs locaux, je dirais, pour faire des sessions, quoi. En fait, c'est comme si quand tu dis association, c'est le club? C'est comme si un club professionnel ou professionnel envoyait ses coachs dans les clubs locaux aux alentours, quoi, pour coacher les gamins. Et donc ça, autour de ça, il y a un business, donc c'est une manière d'être rémunéré. Il y a le coaching dans les écoles aussi, qui est une bonne source de rémunération. C'est encore par le biais de ton club ou c'est par le biais de à mon titre club, individuel? de l'association, ouais. Parce que mon club, en fait, est le club représentatif de l'association. Comment il s'appelle ce club? Northern Tigers. Comment? Les Tigres du Nord. Northern Tigers. Northern Tigers, ok. Et donc ça, c'est le club représentatif. Mais bon, autour de ça, il y a tout un tas on fait des camps de vacances, tu vois. Cette semaine là, tous les matins, on avait des camps de vacances. Donc là, il y a une centaine de gamins qui viennent. On est 8 ou 9 coachs. Donc Ok. Que le matin? Voilà, il y a tout. Là, ouais, que le matin, ouais. D'accord. Que le matin. Et après, il y a tout ce qui est cours particuliers, en petits groupes ou en individuel. En plus, avec le club, ou là c'est encore pareil, avec l'association qui organise ça, c'est les différents programmes de l'association. Ok, et là c'est les parents qui s'inscrivent à chaque fois, qui inscrivent leurs enfants dans différents programmes? C'est ça. Et qui payent les différents programmes. À chaque fois qu'ils vont dans un programme, ils payent. Ah. Ok, je vois un peu la culture un peu anglophone, un peu canadienne. C'est anglo-saxon, hein. Après, voilà. Oui, non mais je vois un peu le truc. Forcément, on va y revenir parce que ça m'intéresse aussi, parce que comme tu le sais, j'envisage aussi probablement prochainement de me retrouver en Australie. Et du coup, comment ça se passe? T'arrives, t'obtiens ton PVT assez facilement, et comment ça se passe? Je suis arrivé en touriste.
Je suis arrivé en touriste parce que je suis allé directement pour ma première partie de la formation, qui était la licence C. Et donc, j'avais pas besoin de beaucoup de temps. C'était 10 jours. Donc, j'ai pris un visa de touriste de 3 mois, comme tous les visas de touristes sont. Et donc, je suis allé faire ma formation. Puis après, une fois arrivé à la formation, on m'a dit, va à Sydney, c'est là où il y a le plus de boulot, quoi. Donc, et puis après, j'ai trouvé un travail. Donc après, j'ai dû faire une demande je suis sorti du pays pour faire une demande de PVT et pour pouvoir après revenir et avoir l'autorisation de travailler. Mais seulement une fois que j'avais trouvé un travail dans le club dans lequel je suis. Malin Raphaël. Donc tu vas en touriste, tu perds pas ton PVT, tu perds pas du temps sur ton PVT, tu trouves une opportunité, tu sors du territoire, tu déclenches le PVT, t'as 1 an devant toi. Voilà. Ah, malin. Petite astuce. Oui, oui. Je Donc prends. voilà, un petit tour à Christchurch en Nouvelle-Zélande et puis voilà, c'était bon, quoi. Comment? C'est quoi? Bah, je suis allé, tu sais, pour sortir du pays, je suis allé à Christchurch en Ok. Nouvelle-Zélande. C'est un truc qui se fait assez régulièrement, il y en a beaucoup Bah qui font non, ça. bah c'est juste que les vols, c'est l'endroit le plus proche qui est pas du pays, quoi. Ouais, je comprends. C'est la licence C, ça facile de s'inscrire, il y avait du monde, c'était cher. Tu m'as dit 10 jours, c'était quoi le contenu un peu? Alors, la licence C, on était, alors déjà c'était super, c'est dans un super endroit, c'est au Centre Olympique, D'accord. donc à Canberra. Donc ça, c'était vraiment super. Mais toutes Ils les le font plus formations se trop, passent je pas crois, là-bas. maintenant, mais donc pardon? Mais toutes les formations ne se passent pas là-bas. Si? Non, toutes les formations, ça se fait plus trop là maintenant, mais du coup, il y a des gens qui venaient de tout le pays, plus des gens qui venaient de Hong Kong, Singapour, tu vois, des pays comme ça. D'accord. Et donc on était, on devait être une 25-30, je pense, avec trois instructeurs. Et puis du coup, bah, on était sur quoi on a travaillé principalement sur la construction d'une session et puis les différentes parties qui composent la session et puis comment respecter aussi, respecter une certaine, ce qu'ils appellent une checklist qui te permet d'avoir un cadre quand tu fais tes sessions et tes exercices. Voilà, c'était principalement axé là-dessus, sur plus, je dirais, l'organisation et la construction de sessions, plus que sur le contenu en soi, quoi, sur le contenu football en soi. D'accord, ok. Donc là, tu Et fais ouais. La licence B, j'ai fait la même chose, en fait, la licence B. Et c'était à peu près la même chose, beaucoup de directives en matière organisationnelle, en matière de pédagogie, mais moins sur le football, football knowledge, sur la connaissance en football. Et ça, du coup, la connaissance en football, elle se fait entre les participants. D'accord. Parce qu'il y a des anciens pros, il y a des jeunes, il y a des plus anciens, et puis du coup, c'est quand ce groupe-là il vit bien, bah il y a beaucoup d'échanges, et du coup, c'était une bonne source d'apprentissage. Bonne dynamique. Ouais. La licence B, c'est pareil? C'est 10 jours? La licence B, c'était pareil, c'était 2 semaines, un peu plus. D'accord. C'était 2 semaines. Là, ça se fait plus maintenant, ils la font 2 fois. 2 fois 7 jours. Mais bah oui, parce qu'on joue presque tous les jours. À la fin des 2 semaines, on était morts, complètement cramés. Ok. Et ouais, c'était vraiment pareil. J'étais un peu déçu en termes De contenu. de contenu purement technique, je dirais. Ça se voyait qu'ils en gardaient, quoi. Pourquoi? Et je sais pas. D'accord. Je sais pas. Mais ça se voyait que, ouais, même dans la manière dont ils commentent ce que tu fais, il reste vachement axé sur l'organisation. Alors peut-être que ça vient après dans la licence A et la licence Pro, hein. Ça doit être sûrement le cas. Mais donc après, c'était vraiment important d'avoir un groupe de participants qui était intéressant, quoi. Ouais, je comprends. Ça, c'était vraiment le côté le plus intéressant de la formation.
Là, comme ça, là, spontanément, c'est pas grave si t'as pas toutes les réponses, mais c'est un peu cette checklist, un peu ce à quoi tu fais référence sur la licence C et B, ils pensent à quoi? C'est organisation, l'espace, comment tu places ton Ouais, c'est ça. matériel, comment... C'est en fait, c'est dans la manière dans laquelle tu vas, comment dirais-je, préparer ta session. Donc, t'as tout le côté design, t'as tout le côté les règles, l'espace que tu vas utiliser. Donc ça, s'assurer que c'est bien, que tout ça est bien fait, quoi. D'accord. Et après, tu as tout le côté lancement. Une fois que tu lances ton exercice, ta principale, ta principale, ton principal exercice, tu vas avoir t'assurer que ton exercice il correspond bien aux objectifs, que ton exercice il correspond bien aussi au moment au football moment que tu as choisi, donc la transition, la possession, la défense, ou peu importe ce que tu as choisi, que l'attitude des joueurs elle est au niveau attendu, c'est-à-dire que l'engagement il est bien, que l'intensité est bonne aussi, que les règles et tout ce qui est autour est adapté à, aux capacités des joueurs, aux qualités des joueurs. Donc que c'est pas trop dur ou que c'est pas trop facile, que les joueurs ils comprennent l'organisation, que les deux équipes qui sont c'est ça les deux équipes ou les trois équipes, peu importe qui sont je perds en français, les trois équipes qui sont engagées dans le jeu, elles ont si tu joues à 8 contre 8, s'assurer que les deux équipes respectent l'organisation qui a été choisie. Et puis après, une fois que toute cette checklist elle a été faite, on peut passer à l'étape d'apprentissage, de teaching, où là, on va commencer à arrêter le jeu si besoin et à donner des consignes en matière sur ce qu'il y a à faire de l'exercice. Mais Ouais, en parler de gros, foot un peu là. sur un exercice de 20 minutes, cette checklist elle va prendre 5 à 6 minutes, quoi. D'accord. Ouais, une fois que l'organisation elle soit lancée, afin que tu puisses te concentrer essentiellement sur la partie coaching, la partie football. Voilà. D'accord. Ok. Je pense que ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ce qui est demandé en partie de coaching, justement, il nous est demandé d'acter via des questions. D'accord. Donc, pour les joueurs. Questionner les joueurs, ouais, donc communication participative, c'est ce qui est fortement recommandé pour introduire des points, quoi. Tu passes ces deux formations, la licence C, licence B, tu te sens armé pour commencer à entraîner et facile de trouver un emploi à Sydney, justement? Alors quand j'ai fini la C, je me sentais pas forcément à l'aise, mais parce que j'avais jamais coaché des gamins de toute façon. Oui. Mais excité, quoi. Je sentais que j'avais quand même quelques billes, que j'ai récupéré quelques billes et que voilà, j'allais pouvoir commencer à faire quelque chose, quoi. Et puis donc après je suis arrivé à Sydney et puis j'ai fait le tour des clubs de manière un peu mécanique. Et puis voilà, j'ai eu un essai dans le club dans lequel j'étais actuellement et puis j'ai fait une session, ça s'est bien passé et puis voilà. Ah, intéressant. Du coup, c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Ouais, tu contactes certains clubs, ils te répondent, tu fais le tour, t'essayes un peu et tu passes par une phase d'essai. Ouais, j'ai contacté tout le monde via site internet, les numéros de téléphone que tu peux trouver à droite à gauche. Ok. T'es à quelle période de l'année à ce moment-là? En novembre, donc là c'était pas mal, j'étais entre deux saisons. Parfait, bien joué parce que ouais, la saison recommence en janvier à peu près, tu m'avais dit début d'année civile. Donc là, ouais, t'es sur le meilleur moment de l'année en fait pour rechercher une opportunité. Ouais. Et puis bon, c'était bien quand même
La formation, elle se fait entre 2 saisons aussi, donc c'était lié à la formation aussi. Malin, les Australiens, bien joué. Et puis, par contre, oui, après, il y a dans les clubs, il y a les clubs, mais il y a aussi quand même beaucoup d'académies ici qui fonctionnent toute l'année, quoi. Donc même si tu arrives à une autre période de l'année, il y a quand même tout un axe sur les académies aussi où il y a possibilité de trouver du travail. Et la première opportunité que tu trouves, elle est confortable ou pas en termes de Ouais. heures de travail, en termes de compensation financière ou salaire, je sais pas, c'était comment on peut considérer l'opportunité que tu as eue, en termes de opportunités, en termes, tu sais, de les équipes que tu as pu entraîner, la qualité des joueurs, la qualité du contexte un peu. Ça représente cette première opportunité, est-ce qu'elle te convenait dans ces différents créneaux, pardon? Bah moi, ça me convenait complètement parce que c'est un club qui est dans l'équipe première, eh ben, ils sont semi-professionnels. Donc c'est un club quand même qui est représentatif, ce qu'on appelle représentatif ici dans tout le nord dans la banlieue nord. Après, j'ai commencé avec une équipe de U9 et une équipe de U13. Donc les U13 c'était l'équivalent de l'équipe B, quoi. Il y avait une équipe A et puis donc j'avais l'équipe B. Mais il n'y a pas de passerelle entre la A et la B. Mais en gros, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Et puis l'équipe des U9, on avait 2 équipes de U9 qui se valaient dans le club, quoi. Et donc voilà, donc c'était 3 entraînements par semaine chaque équipe. Oh, quand même. Et puis à côté de ça, ils me demandaient déjà de venir pour les camps de vacances et puis pour différents programmes qu'ils avaient aussi, quoi. Donc en termes d'expérience, d'heures, c'était confortable. En termes de paie, ça l'était pas vraiment parce que c'était pas du full time, ça reste du part time. D'accord. Du temps partiel en gros, même si parce qu'on compte pas les heures de préparation des sessions, quoi. Donc à partir de ça, moi j'avais quand même quelques économies via ce que j'avais fait avant. Donc c'est comme ça que j'ai pu faire un peu les trois dernières années. Ouais, que tu as pu commencer et t'introduire. Parce que là, dans les conditions salariales, les conditions professionnelles dans lesquelles tu es actuellement, elles sont pas suffisantes pour pouvoir vivre aisément en Australie? Elles sont suffisantes pour vivre, mais pas aisément. Surtout dans la zone dans laquelle je suis, c'est une banlieue assez quand même, donc les loyers sont assez chers. D'accord. Mais c'était oui pour vivre, oui. Mais après j'ai pas fait d'économie, quoi, pendant cette période. D'accord, ok. Mais tu sens que prochainement, en fonction de ton expérience et en fonction de ton réseau et en fonction de tes diplômes, il y a possibilité d'en vivre, d'avoir des... Ou non, c'est Bah là, à compliqué. partir de là, une fois que mon visa de travail il va être actif, oui. Bah oui, là je serai en temps plein là. Là j'aurai un travail en temps plein comme n'importe quel temps plein en Australie avec une rémunération, bah, c'est sur internet, hein, donc D'accord. de 55 000 par an D'accord. en dollars australiens. Donc voilà, après faut mettre ça en relief avec les loyers et tout, hein, mais Bien bon, sûr. ça permet de vivre convenablement. Ok, ok. Ouais, non, je vois un peu le truc. Vas-y, première expérience. Quelles sont tes premières séances que tu fais? T'as dit U9, U13. À quoi ça ressemble un peu? Je sais pas. Est-ce que tu dois suivre la planification d'un directeur technique? Est-ce que tu as la liberté de faire tes séances? Est-ce que sur le terrain tu es tout seul? Est-ce qu'il y a d'autres coachs? Est-ce que tu as un coach assistant? Est-ce que il y a toutes ces questions qui m'intéressent là? Ou est-ce que non, t'es lancé dans le bain et puis justement si tu es tout seul, comment tu t'organises? Est-ce que tu planifies à la semaine? Est-ce que tu planifies au mois, à l'année? Euh, alors la première année, j'avais carte blanche. Et D'accord. j'avais pas à me plaindre parce que la première année, j'avais vraiment carte blanche sur tout. Sur tout, et donc avec les U13, on était un groupe de 16 joueurs, donc j'étais tout seul.
Par contre, avec les U9, on était un groupe de 20 joueurs, donc on était deux. Et donc là, après, moi, je carte blanche, la personne qui était avec moi, il partageait un peu mes idées, donc c'était facile de travailler avec. Après, bah, moi, je me suis quand même inspiré de ce que j'avais vu quelques mois avant, quoi. Et puis il y a un document qui s'appelle The Curriculum. C'est un document qui contient combien il y en a? 4 fois 16 U9, U12, ça doit contenir une vingtaine de sessions, quoi. D'accord. Donc, C'est le club pareil, c'est le club qui le file? Non, ça c'est la fédération, ça. D'accord. C'est la fédération. Donc ça, je me suis inspiré quand même pas mal de ça. Et puis après, essayer de créer mes propres sessions. En termes de planification, à cette époque-là, c'était 6 semaines, par cycle de 6 semaines. Et- Ça l'est toujours d'ailleurs, mais bon, c'est ce qu'on nous avait appris à la licence C, donc c'est là-dessus que je me basais sur 6 semaines, sur différents cycles de 6 semaines tout au long de l'année, quoi. Ça, les séances, là, sur les 20 séances, ça ressemble à quoi une séance? Par exemple, si tu dois dire, je sais pas, comment dire, tu sais, elle est coupée en combien de parties, et puis ça dure combien de temps, et puis qu'est-ce qu'ils insistent? Est-ce qu'il y a de l'opposition ou pas? Est-ce que... De U9 à U12, les sessions sont divisées enfin, le plan en 6 semaines, il va être divisé en 4 parties. Il y a des sessions sur le 1 contre 1, il y a des sessions sur le striking the ball, donc tout ce qui est passe, tir. Une session sur contrôle de balle et une sur courir avec le ballon. Donc en gros, c'est séparé entre ces quatre parties-là. Donc après, bah, quand tu fais ta session, tu choisis quelle partie tu vas travailler, et puis après, à partir de cette partie-là, tu vas définir différents sous-parties, et après ça, tu peux faire tes exercices. Ta session va être composée, ils veulent qu'elle soit composée en 3 parties. C'est des moyennes qui font 1h15, hein. C'est quand même assez court. D'accord. Mais donc c'est composé en 3 parties, sans compter l'échauffement. Donc tu as une partie qui est plus passing practice, ou des rondos 4 contre 2, 5 contre 2, enfin, ou seulement du travail de passe en isolation. Ensuite, tu as une partie au milieu qui va Il y a de l'opposition, alors, partie... excuse-moi Raphaël, il y a de l'opposition dès le début de l'entraînement? C'est pas obligatoire. Mais généralement, toi, tu Ça en va mets? dépendre Moi, j'en mets à 70% peut-être. D'accord. Là, Après, quand il y a tu... certaines choses où j'aime bien quand même un peu seulement d'isolation. Pour c'est- certains objectifs, quoi. Quand tu parles d'isolation, tu fais référence à quoi? Le travail isolé, tu sais, sans opposition, quoi. Comment ça s'appelle en français, je sais. Tu ferais un exercice, c'est ça? Tu sais, bah, tu sais, on dit avec opposition, soit sans opposition. Et sans opposition, c'est un mot en français. C'est isolé, non? Comment on appelle ça? Ça me vient pas à l'esprit, Ça mais... vient pas, bon. Ok. Donc en anglais, c'est isolated. Donc en gros, c'est sans opposition, c'est juste de la répétition, quoi, la répétition de passes et de contrôle. Ok, tu prends un geste que tu voudrais réaliser dans ta séance ou dans ta semaine ou dans ton Ouais, ou cycle, un triangle, ou d'accord, 2 triangles, ou et tu fais de la voilà, répétition. et tu répètes. Et c'est de la répétition sous pression, il y a un objectif de temps, il y a un objectif de nombre, de quantité, il y a, je sais pas, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui influence un peu la qualité? C'est moi. D'accord, C'est moi, et puis c'est moi, et puis l'exigence qui est mise à l'entraînement, quoi. d'accord, ok. L'exigence qui est mise à l'entraînement, l'intensité, elle doit être là, quoi. Donc s'il n'y a pas d'intensité, ça se passe mal. Donc, mais après, c'est un moyen, c'est vraiment, j'utilise vraiment assez peu, hein, je te disais 30% à peu Ouais, près. exact. C'est vraiment pour certains trucs
Relance, je dirais la relance dans notre premier tiers et puis certaines combinaisons dans le dernier tiers. Ok. En gros. Ok. D'accord. Donc ça, en général, ça peut arriver en début de séance et puis après, tu enchaînes. Ça vient au début, ouais. D'accord. Et puis après, il y a du travail à opposition. Donc là, j'ai quand même pas mal évolué depuis 3 ans. Ah, La ça première année, m'intéresse. Ouais. la première année, je suivais quand même beaucoup les recommandations de la fédération. Donc c'est du travail, ce qu'on appelle du game training. Jouer, je sais pas, un 6 contre 4 par exemple, si on veut travailler un peu devant, avec les petits, un 6 contre 4 et puis on va nourrir la même équipe avec les ballons à chaque fois, quoi. Donc, Ah, faut ok. qu'ils puissent travailler. Et puis, quand les défenseurs ils perdent le ballon, ils vont marquer. Et puis après, on repart de la même équipe tout le temps, quoi. On est ce qu'on appelle Donc, un peu une donc ça, situation où ouais, tu prends comment dire, une partie d'un problématique que tu as relevé en match, et puis tu mets tes joueurs un peu en position, en situation de match, et puis tu répètes généralement en supériorité numérique, c'est un peu ça? ça dépend vraiment des effectifs, hein. Mais D'accord. alors, pour les 9 et 12, ça on le fait. On prend pas vraiment en compte les matchs d'avant. Ce qu'on prend en compte, c'est le cadre qu'on a fixé avant, nos 6 semaines d'apprentissage. C'est comme à l'école, quoi, hein. D'accord. Nos 6 semaines, voilà, cette semaine c'est tel thème, et puis donc là on travaille là-dessus. Mais bon, les exercices à l'intérieur, ça revient un peu au même. Si on veut travailler le contrôle de balle et enchaîner avec la frappe, bah, on va se faire ce 6 contre 4 ou ce 4 contre 2 avec, terminé en frappant. Puis les défenseurs, ils vont frapper dans un grand but aussi. Mais par contre, on va toujours nourrir la même équipe pour essayer de travailler aussi un peu sur les combinaisons offensives, quoi. D'accord. Mhm. Donc, mais bon, là, on perd un peu, en fait, ce qu'on perd un peu en faisant ça, c'est on perd l'idée de jeu et de compétition aussi. Et donc, du coup, ce que je fais quand même un peu plus, c'est, bah, là, depuis l'année dernière, c'est j'axe beaucoup sur des matchs. On fait beaucoup de matchs À l'entraînement? ouais, à l'entraînement avec plus ou moins de joueurs en fonction des joueurs que j'ai et puis de l'objectif aussi. Et puis après, on adapte les règles du match au sujet que je veux aborder, qui chez les petits va être intégré dans le plan de 6 semaines, et chez les grands qui va être un mix entre une intégration sur un plan de 6 semaines et ce qu'on a vu le week-end d'avant. Ah, c'est Vu marrant qu'on que a tu aussi un dises peu ça de parce résultats. que en gros c'est ça que j'allais te poser, c'est encore Raphaël, là tu viens de dire au début je faisais ça il y a 3 ans et puis là je fais plus tout à fait ça, je suis en train de changer. Quand tu fais référence au changement, c'est ça, c'est notamment l'introduction des matchs, un peu Ouais, plus. un peu pas l'introduction des matchs, mais ouais, plus de matchs et plus souvent. C'est marrant parce que tu dises ça, parce que un peu comme toi, donc c'est pour ça que je pose cette question, parce que je pense qu'en tant qu'éducateur ou entraîneur, ou les deux en même temps, on passe par différentes périodes où on a des certitudes, puis finalement on finit par avoir des doutes, puis on change, puis parfois on revient ou parfois non, et puis parfois on change un peu la façon dont on entraîne, et c'est marrant parce que moi je me suis fait un peu, pas le même constat, je sais pas s'il est bon ou pas, ou meilleur qu'un autre, mais où depuis presque, moi je pense 3 ans, et ben, outre le fait de faire essentiellement des jeux, et ben, un peu comme toi, je dirais, je pense qu'à 60% du temps, voire un peu plus, les jeux sont des matchs, donc avec des règles un peu de match, et l'espace peut changer, le nombre de joueurs, le rapport de force peut parfois un peu, enfin je veux dire, le nombre de joueurs peut changer, et effectivement, un peu comme toi, les règles changent énormément. Mais effectivement, il y a la notion de vouloir introduire, de passer beaucoup de temps à faire des matchs. C'est marrant que tu dises ça. Mm. Ça a été, c'est pas moi qui ai trouvé ça tout seul, c'est venu quand même des conversations avec mon directeur technique, qui Ok, en gros, il m'a dit tout ce que tu leur apprends, toutes les informations que tu donnes, elles sont là, mais il faut essayer de le rendre un peu plus compétitif à l'entraînement pour qu'on se rapproche encore plus du match, quoi. Et le plus souvent possible, surtout quand c'est vrai qu'on a des sessions qui sont pas longues.
qui font 1h15, 1h30 avec l'échauffement, quoi. Pourquoi plus compétitif? Qu'est-ce qu'il entend par plus compétitif? Plus ludique? Plus Non, vraiment? plus compétitif en termes d'approche mentale. Ah d'accord, de se rapprocher de la réalité du match. D'un match. Ouais, D'accord. ouais. Et En termes d'approche mentale et puis d'intensité aussi, parce que les deux perdent, quoi. les deux, pardon, excuse-moi? En termes d'approche mentale et d'intensité aussi. D'accord. Parce qu'il est Et persuadé que d'intensité à l'entraînement. il est enfin il est persuadé ou non, je le connais pas, mais dans les discussions, est-ce que tu es capable de savoir que il aurait du mal ou tu aurais du mal à retrouver ces deux éléments dans un autre contexte que celui d'un match? Avec les joueurs qu'on a, dans la situation géographique et sociale dans laquelle on évolue, je pense, ouais. Ouais. Parce que après, faut s'adapter. Ici, en gros, on va le résumer vulgairement, c'est des gosses de riches qu'il y a ici. D'accord. Et donc, mentalement, ils sont faibles. Faut dire ce qui est. Mentalement, il y a quand même moi, depuis que je suis là, j'ai quand même noté que mentalement, ils sont faibles. Ça se traduit en match par des remontadas, ça se traduit par si on est derrière 2 ou 3-0, il n'y a jamais personne qui va revenir. Si au contraire on mène 2-3-0, il est fort possible qu'on se fasse remonter. Et puis même à l'entraînement, en termes de résilience, en termes de, c'est quand même assez faible à ce niveau-là. Je trouve depuis que je suis arrivé, c'est quand même un constat qu'on a fait que les gamins, ici, ils sont un peu pourri gâtés, quoi, et du coup ils se bougent un peu moins. C'est vraiment marrant. Ouais, excuse-moi. Ouais, et donc du coup, je pense aussi que ça parce que ça continue, elle est venue au bout de 2 ans qu'on travaille ensemble, quoi. Donc c'était pas, tu vois, je pense lui aussi réfléchit, évolue et essaye de partager ses idées, quoi. C'est surtout comme ça qu'il travaille aussi. Et donc ouais, donc là-dessus, je pense qu'on a c'était pas mal au moins d'essayer. Je pense que d'essayer de travailler comme ça, plus sur tout le temps des matchs, et puis après changer les règles, changer les instructions. Sur le même match, on peut travailler sur différents aspects, quoi. Donc, oui, on peut changer la grandeur de l'espace, on peut changer. Même je dirais même sans rien changer, on peut sur un même match avec les mêmes règles, on peut faire 2 sessions différentes, quoi. Par exemple. Par exemple, parce qu'il faut le mixer aussi. Alors on le mixe pas mal. On fait avec le football conditioning, ce qui a été tout ce qui est préparation physique. Ça, football conditioning, c'est préparation physique, c'est un peu ça. C'est préparation physique, et puis tu sais, c'est plus les méthodes avec ballon, et puis on fait pas de préparation foncière, par exemple. En début de saison. Tu vois, c'est en début de saison, c'est progressif au cours de l'année et puis sur plusieurs années, quoi. Ah, attends, c'est intéressant ça. Bref, okay. Et donc en gros, on a une session sur les 3 de la semaine, qui va être la session de conditioning, et puis donc à l'intérieur de cette session, il va souvent y avoir un match qui, en fonction des objectifs physiques, sera plus ou moins, ça sera soit du 11 contre 11, soit du 7 contre 7, soit du 4 contre 4, quoi, en gros. D'accord. Donc ça, c'est vraiment en fonction du plan du conditioning plan. Et donc, sur un 7 contre 7, on va travailler, on va faire une session, on va travailler sur la transition défensive, et puis sur une session, on va travailler la transition offensive, mais on sera sur la même taille de terrain. Il peut même y avoir les mêmes équipes si on veut travailler les associations sur plusieurs entraînements. Donc voilà, c'est un peu pour imaginer ce que je disais avant. Je comprends un peu mieux, ouais. D'accord. Non, c'est marrant aussi que tu cites ces exemples d'attitudes de joueurs ou de contextes d'entraînement qui vous ont amené à modifier un peu les contenus, parce que j'avais également fait un constat assez similaire sur le public que j'entraînais au Canada, et parfois effectivement j'avais l'impression que dans certains contextes on manquait un peu d'intensité, un peu de rythme, et que le jeu
que pouvait amener certains jeux, mais aussi le jeu que pouvait amener le match, le contexte, pouvait justement mettre les joueurs dans des conditions qui puissent permettre un peu plus de rythme, un peu plus d'intensité, se rapprocher. Et je suis encore. T'as cité, tu sais, le fait voilà, qu'ils ont des conditions de vie assez aisées, qui puissent d'influencer un peu leur attitude de sportif, mais je suis encore dubitatif sur justement sur cette attitude. Et parfois, je me disais, peut-être que mes séances, elles sont un peu ennuyantes et peut-être que s'ils sont pas complètement impliqués dans la tâche au moment de l'entraînement, c'est peut-être parce que mon jeu manque d'intérêt ou quelque chose comme ça. Parce que c'est quand même un public, j'avais relevé, qui jouait pas assez en dehors des entraînements. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et que qui la plupart du temps, quand ils jouent au foot, c'est quand ils viennent à l'entraînement. Et c'est vrai que c'est différent des joueurs qu'on peut côtoyer parfois ou souvent, ou que tu as pu côtoyer justement en RDC, qui parfois, ou en France, ça m'arrivait souvent d'arriver en séance d'entraînement. Les joueurs savaient que j'arrive généralement 40 minutes minimum avant la séance pour mettre en place la séance, et puis pour me laisser, je sais pas, 10-15 minutes avant le début de la séance pour pouvoir jouer avec les joueurs, pour pouvoir discuter avec les parents ou avec les joueurs, etc. Et les joueurs savaient que s'ils venaient 30 minutes avant, 40 minutes avant, ou s'ils étaient déjà prévenus avant que j'arrive, ils avaient des ballons, du matériel, ils pouvaient déjà commencer à faire des trucs un peu individuels, ou par deux ou par trois, et j'ai moins connu ça au Canada. Non, t'as raison. Hein. C'est pas, c'est lié à la passion aussi. C'est lié à la passion. Il y a quand même moins de passion ici que peut y avoir en France ou en Afrique. Après, du coup, par contre, ils écoutent bien, quoi. Donc, si tu leur demandes de venir un quart d'heure à l'avance, ils vont un quart d'heure à l'avance. Et puis, ils vont faire. Est-ce que tu as vraiment envie de leur demander? Ah oui, bien sûr, je le fais. Mais est-ce que tu n'aimerais pas que ça vienne d'eux-mêmes? Oui et non, parce que on est aussi dans l'éducation, et donc là, moi, ce que j'aime les appliquer, c'est que si l'entraînement il commence à 19h30, et on est là au plus tard à 19h, quoi. Et donc je pense que le fait de leur imposer ça, là, moi, quand je suis en 16, je leur impose de de venir avant et de commencer l'échauffement avant le début de la séance. Mais je pense que quand ils vont arriver l'année prochaine en 18, ils vont le faire de même, quoi. Ouais, d'accord, je partage cet avis, mais je veux dire, est-ce que ça serait pas mieux que d'eux-mêmes ils se disent, oh, ok, je suis chez moi, j'aime bien être chez moi, mais là il y a l'entraînement dans une demi-heure, j'ai hâte d'être à l'entraînement, et si j'y allais plus tôt parce que je vais me régaler. Ouais, après, je sais pas, c'est quand même différent, parce que tu vois, nous, les terrains, ils sont pas disponibles avant vraiment le début en soi de l'entraînement, quoi. Il y a des sessions avant. Donc non, c'est quand même différent. Tu sais, ils se changent au bord du terrain, quoi. Même s'il faut attendre les seniors pour que les mecs aillent se changer au vestiaire. Comme au Canada. Et puis ils prennent pas de douche non plus, quoi. Il y a une différence. Moi, je me rappelle, on allait à l'entraînement, on arrivait avant, même si on n'avait pas de ballon, c'était pour être avec les copains et discuter, et puis voilà, quoi. Puis c'était à celui qui allait arriver le plus tôt et qui allait partir le plus tard. Mais non, c'est différent. C'est une autre mentalité. Donc, vous intégrez. Donc là, ce qui change, on peut en continuer dans le sens où, qu'est-ce qui change entre ta manière d'entraîner il y a 3 ans et puis maintenant, donc notamment l'introduction des matchs. Est-ce que tu relèves d'autres choses? Un changement? Non, après, non, il n'y a pas vraiment pas vraiment d'autres changements à part ce format un peu dans les exercices. D'accord, non, après, il n'y a pas vraiment de changement dans ce que je fais.
Tu as dit que tu avais notamment sur ta première année, tu avais beaucoup de liberté. Est-ce que là, Ouais, t'en es à ta troisième... Non, tu dis tu vas commencer ta quatrième année. ouais. D'accord, donc tu viens de finir la troisième. En termes de liberté, est-ce que tu dois respecter certaines choses ou tu as moins de liberté ou comment ça se passe? Alors avec les petits, le club s'est quand même organisé davantage. Donc on a maintenant on a le plan de 6 semaines, il est fait pour nous. Le directeur technique le fait pour nous. Donc savoir quand mettre telle session, telle semaine, etc. Après, le contenu de la session est libre, mais il doit être validé. D'accord, ah, je dois t'arrêter alors là. On- Ouais. Un plan de 6 semaines, c'est quoi c'est quoi le thème de ces 6 semaines? Il y a quoi? Il y a passe, il y a contrôle, il y a tir, il y a... Ouais, donc c'est entre les quatre qu'on a transformé en trois, mais c'est entre les quatre principales parties que je t'ai parlé tout à l'heure, le 1 D'accord, contre 1, la passe, en gros, le contrôle de balle et puis courir avec le ballon. Donc en fait, courir avec le ballon, on l'a retiré et puis on l'a inclus dans les trois autres. Et donc en gros, sur 6 semaines, on va avoir une semaine 1 contre 1, une semaine striking the ball, une semaine first touch, contrôle de balle, et puis après, ça va se répéter les 3 semaines qui suivent pour faire notre cycle de 6 semaines. Euh, Après, le contenu des sessions est libre. d'accord. Mais qu'est-ce qui change? Mais il Ouais, y pardon. a ce qu'on appelle un specific aspect qui, alors souvent au début de l'année, ça va être le 1 contre 1, ça va être pour garder la possession. Le striking the ball, ça va être pareil pour garder la possession. Et puis plus on va avancer dans l'année, et puis plus on va se rapprocher du but, en gros. Donc J'ai- à la fin de l'année, on va travailler plus sur les combinaisons offensives. Le contrôle de balle, ça va être contrôle de balle pour enchaîner sur une frappe ou sur un centre. Le 1 contre 1, ça va être du 1 contre 1 pour finir, pour centrer. Donc après, voilà, ça dépend de la partie du terrain laquelle on veut travailler. Et puis voilà, ce qu'on appelle ça le specific aspect. Le principal repère, c'est le terrain? Ouais, bah, je dirais que c'est quand même le terrain dans la manière dont nous on le fait. Mhm. Après, je pense que ça dépend un peu des gens, mais c'est la manière dont ils ont séparé. Après, pour ce qui est le use, donc 13-16, c'est différent. Moi, personnellement, je le sépare en fonction des zones géographiques. Mais Du terrain? ouais, et je D'accord. pense que c'est comme ça que je vais m'orienter parce que, en fait, la fédération australienne, ils ont une manière de voir le football qui est donc séparée entre les quatre principaux moments, les deux transitions, et puis quand on a le ballon et quand on l'a pas, quoi. Donc ça fait 4 moments, et puis à l'intérieur de ces 4 moments, ils ont des sous-catégories. Euh, Ils ont des sous-catégories qu'ils appellent Key Principles. Et donc à partir de ces catégories-là, c'est là qu'on va faire nos sessions. Donc c'est que là, je vais voir, on a eu un problème dans tel match, et bah hop, ça va être dans ma transition offensive, et puis bah ça va être dans la capacité de trouver le joueur le plus loin, d'aller chercher le joueur le plus loin quand on gagne le ballon. D'accord. Donc là j'ai coché mon diagramme. Et donc en fait, quand on arrive dans la licence A, l'étape d'après de la licence A, c'est de soi-même faire son propre diagramme, celui qui correspond à notre manière de voir le football. Oh, Donc ça intéressant. m'intéresse. D'accord. Ça m'intéresse pas mal et je pense pour l'instant me diriger vers plutôt quelque chose de géographique. Mais après, je sais pas, j'ai pas vraiment le détail en tête. C'est encore à développer, ça. Ouais. Ah, Mais dans ma manière de voir les sessions, du coup, c'est important de savoir où est-ce que sur le terrain on veut travailler cette partie-là, quoi. Donc ça, pareil, les règles du match dans lequel on va jouer. Si je travaille sur la partie centrale du terrain, mon objectif, ça va être soit de marquer dans les petits buts, ou soit de stopper le ballon après une ligne, ou de faire une passe après une ligne. Si je travaille dans le dernier tiers, ça va être des grands buts. Donc voilà, c'est comme ça un peu aussi que je sépare mes sessions, quoi. en U16, tu suis une planification, justement? Je suppose que non, avec des thèmes. Ouais, Si? Sur 6 semaines également? ouais, sur 6 semaines, ouais. Ouais. D'accord.
C'est En re- fonction, c'est recommandé en fonction, c'est recommandé, par ton directeur c'est technique? fortement par le directeur technique et puis D'accord. par ce qu'on nous apprend à la fédération aussi. Euh, Après, là, c'est vraiment libre. Là, les contenus des 6 semaines, là, c'est vraiment le contenu de l'année, il est vraiment libre. Là, c'est pareil, en fonction des années, je change. Là, donc ça va être ma 3e année que je fais U16. Je fais quelque chose de différent par rapport aux 2 précédentes. Et celle d'avant, j'avais fait quelque chose de différent par rapport à la première. Donc, je cherche, quoi. En gros. On est des chercheurs, c'est ça? Voilà. Je cherche et puis voilà, j'essaie de garder un peu ce que j'avais l'impression qui marchait et puis de fonctionner comme ça. Mais après, comme tu as dit tout à l'heure, parfois on a des trucs, on a l'impression que ça marche et puis finalement ça marche peut-être pas. Et puis d'autres choses qu'on pensait que ça marchait pas et puis qui finalement peuvent fonctionner. Donc ouais, on jongle un peu avec tout ça. Et puis je tiens compte des adversaires qu'on rencontre le week-end aussi. Est-ce que tu as un peu de temps pour qu'on rentre un peu dans les détails justement d'une saison Ouais, U16? ouais. Ok, bah vas-y, je suis chaud. À quoi les premières questions que j'ai, c'est bah ok, Raphaël, t'es le coach d'une équipe U16, bah depuis quelques années. En gros, avant de préparer ta saison, à quoi tu penses, comment tu planifies. La question est large, hein, mais au pire c'est pas grave si on n'apporte pas tous les points, mais c'est un peu ce que j'ai en tête. Euh, ouais, comment tu planifies ta saison, comment tu organises ton groupe, est-ce que tu as le choix des joueurs, est-ce qu'il y a des sélections, à quoi ressemble le calendrier un peu, est-ce que s'il y a 2 matchs par semaine, un seul match par semaine, est-ce qu'il y a une coupure dans l'année, bah, à quoi ressemble aussi ton cadre d'entraînement, ta séance, et puis le match. Bon, c'est large, mais c'est un peu Bon, ça l'idée. alors ouais. Par quoi on démarre? Déjà, essayer d'expliquer un peu quand la saison elle se compose. Mhm. Euh, on fait le groupe donc à la fin de la saison précédente, donc c'est-à-dire, je dirais que mi-septembre, on a déjà 2 quarts des joueurs. On sait déjà qui on garde de l'année précédente et qui on ne garde pas. Donc ça se fait mi-septembre. Avec une possibilité de recruter entre-temps 1 ou 2 joueurs ou non? Impossible. Donc ça, non, ça c'est la première étape. La première étape, c'est D'accord. est-ce qu'on garde ceux qu'on a, quoi. D'accord, ok. Et ceux qu'on n'a pas, on va les envoyer faire les essais. Et donc D'accord. après, on va faire soit des essais, soit du recrutement avec des connexions, ou des vidéos, ou des joueurs qu'on a rencontrés, ou plein de différentes sortes. Et après, donc si on a toujours besoin de joueurs, à côté de ça, on va faire des sélections. Ce qui a été très bien cette année et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a invité les joueurs qui étaient déjà pris aussi aux sélections. Ce qui fait Ah, qu'on a eu un niveau de match qui était quand même satisfaisant. d'accord. J'allais te poser la question. Donc ça, c'est une des nouveautés de cette année et c'était quand même très, très agréable. Très, très agréable. Et donc, on a fait une sélection et donc là, cette année, finalement, c'est assez consistant sur les 3 dernières années pour différentes raisons. Et sur 16 joueurs, j'ai 10 joueurs qui étaient là l'année d'avant et 6 nouveaux. D'accord. Donc, il faut savoir que certains de nos joueurs qui s'estiment être les meilleurs peuvent être tentés de partir vers des clubs qui peuvent paraître plus huppés, Mhm. notamment parce qu'au niveau senior, ils jouent une division au-dessus de nous. Donc, du niveau senior, c'est à partir des U18. Donc, ça fait partir quelques joueurs. Et puis après, il y a les joueurs qu'on ne garde pas aussi, quoi. D'accord. Donc voilà, donc après le groupe généralement il est constitué mi-novembre terminé et puis mi-novembre on va attaquer des entraînements jusqu'à fin décembre, une pré-saison. D'accord. Et donc après on reprend donc là en ce moment quoi, mi-janvier, fin janvier pour une vraie pré-saison cette fois qui nous amène jusqu'à début mars. Quelle est la différence Et entre la pré-pré-saison et la pré-saison? c'est juste une manière de l'appeler parce que de mi-novembre à décembre on n'a pas de compétition. D'accord. Donc c'est seulement des entraînements, on jouait éventuellement un match amical et puis des matchs avec les autres équipes du club.
Et puis après, donc là, on attaque la vraie pré-saison qui est de mi-janvier à début mars. Avec On 16 va avoir joueurs. des matchs amicaux avec 16 joueurs. Ça te paraît bien ou ça me paraît pas beaucoup? En quantité, ça dépend. Non, je pense que c'est quand même pas mal. D'accord. Moi, je suis confortable avec 15 et puis parce qu'on peut quand on n'a pas assez de joueurs, on prend des joueurs des U15, hein. On prend D'accord. des joueurs d'en dessous. D'accord. Donc non, moi 16 ça me convient. Parfois, ça peut être même un peu trop, hein. On joue des matchs qui sont de ça va passer à 40 minutes, mais c'était 35 minutes les années d'avant, mais on va passer à 40 minutes. Donc ça un peu mieux, mais 35 minutes parfois c'est un peu court, hein. D'accord, exact. Pour quand tu as 16 joueurs. Donc on passe à 16 joueurs, voilà, jusqu'à début mars. Et la compétition, elle se fait de mars à septembre, quoi. Après, il y a des playoffs en septembre. Donc si t'es pas en playoffs, tu finis fin août. Si t'es en playoffs, tu peux finir jusqu'à fin septembre si tu vas au bout, quoi. Tu m'as cité des poules de 24 équipes, c'est ça? Ça change, ouais. Donc ça, les 2 années d'avant, c'était des poules de 24 équipes. Enfin, une poule, une division de 24 équipes. Et puis là, on a séparé ces 24 équipes pour cette année. On a séparé ces 24 équipes en 2 groupes de 12 équivalents. Et puis le top 6 de chaque groupe jouera la deuxième partie de saison ensemble. Et le bottom 6 de chaque groupe jouera aussi la partie de saison ensemble avec des playoffs. Ah, ok, c'est comme... Ok, sur 3 mois, vous affrontez les 12, peut-être, ou sur 5 mois? C'est ça, les 11. Donc on a 11 matchs là, qui nous emmènent de début mars à fin mai, je crois bien. D'accord. De début mars au 16 mai. Donc après, il y a un autre draw en fonction de notre classement qui va nous emmener. Parce que c'était un peu le problème, c'est vrai que c'était un peu un problème avec les 24 équipes, c'est qu'il y a quand même beaucoup de différences entre les De équipes. niveau. De niveau, et puis arrivé à la fin de l'année, les équipes qui n'ont pas beaucoup de choses à jouer, Elles jouent plus le jeu. Elles jouent plus le jeu, et puis les joueurs aussi ne jouent plus le jeu, parce que eux, après l'étape d'après, en moins de 18. En moins de 18, c'est 2 années, alors que depuis 14, 15, 16, il n'y avait qu'une année de différence entre les équipes. D'accord. Donc forcément, mathématiquement, il y a la moitié qui tire, hein. Ouais. Donc après, ça dépend des années et des bon. Après, il y a quand même une sélection qui est importante. Donc les joueurs qui savent qu'ils vont pas faire les 18, ils lâchent quand même. Je comprends, ouais. Ok, non, donc c'est intéressant. je pense que pour lutter un peu contre ça, ils ont fait ce format cette année. Et vous trouvez que c'est une bonne idée, le club? Le club, la politique du club, je ne sais pas exactement. Parce D'accord. que c'était quand même assez compliqué. C'est lié aussi avec les seniors. Ils sont très mécontents des seniors. Mais... Dans ton club? Ouais. Pourquoi? Parce que, en gros, la promotion-relégation est devenue beaucoup plus difficile. D'accord. Surtout la promotion, quoi. Donc ouais, c'était... en fait, avant, on prenait en compte, pour savoir qui monte ou qui descend, les résultats combinés avec des coefficients, mais les résultats combinés de l'équipe première, des U20 et des 18. Oh, intéressant ça, ok. Et donc ça, c'était avant, quoi. Et là, maintenant, c'est seulement l'équipe première. Donc en gros, celui qui a le plus de sous, il va payer ses joueurs les plus chers. Et puis, donc voilà. C'est pour ça qu'on n'était pas très content de ce qui se passe au niveau senior, quoi. En gros, tu dis, tu as plus de sous, tu payes mieux tes joueurs, tu as les meilleurs joueurs, tu as plus de chances d'avoir des résultats. Il n'y a que les seniors qui comptent. Oui, celui qui a le plus de sous, il a un avantage. Il a un meilleur avantage que ce qu'il avait avant. Parce qu'avant, même si tu avais des sous, si tu développais pas bien les 18 et les 20, tu pouvais pas monter, quoi. Exact. Ça intégrait la nécessité de former ses joueurs et ok. Voilà. Donc là, c'est un peu plus, ça va être un peu plus difficile pour nous. Mais donc voilà. Donc après le format dans lequel les U14 et U16, enfin U14, U15, U16 sont, moi j'aime bien. Je pense que ça va être intéressant. D'accord. Un match par semaine en général? Un match par semaine, ouais. Une coupe? Jusqu'à la fin de non, il n'y a pas de coupe. Pas de coupe? Excuse-moi, jusqu'à la fin de? Jusqu'à la fin des 11 matchs, là, on va jouer un match par semaine. D'accord, ok. Il y a des vacances durant l'année ou même pas?
On joue pendant les vacances scolaires, principalement. Qui sont comme en c'est France, juillet, août? plus ou moins. Non, 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 non. Les vacances d'été sont ici en décembre, janvier. Et Ah, après, il y a 2 semaines à Pâques, il y a 2 semaines en juillet, et il y a 2 semaines en octobre. ok. Ah, comme en Corée du Sud à peu près. Ah, c'est marrant. Ok. Et ok. Pour rentrer un peu dans l'entraînement quand même, parce que ça c'est cool. Comment tu prépares une séance U16? Bah tu m'as dit, tu pars, tu pars du terrain maintenant. Tu pars de ta Ouais. zone du terrain, et puis en fonction de ce que tu as vu en match qui vient d'arriver, puis en match de ce qui va arriver, ben, tu choisis en fonction de ton diagramme de faire une séance. C'est ça, un peu, si je dis pas de bêtises? Bah là, je vais te prendre bon, là, on est en pré-saison, mais si je te prends un exemple durant la saison, moi, j'ai mon plan qui est déjà fait. Donc, Que toi je vais tu as arriver, fait. voilà, voilà, que j'ai fait, mon plan de D'accord. 6 semaines que j'ai fait, que j'ai envoyé à mon chef, qui a été validé. Le directeur technique du club? Le directeur technique. Ok, Donc, voilà, moi, je vois là, 17 mars, par exemple, voilà, 17 mars, j'ai cette session-là de prévue. Donc, moi, le matin de la session, en fonction de qui est disponible, les blessés ou non, ce qu'on a fait un peu le week-end d'avant, je vais essayer d'intégrer tout ça à l'intérieur de ce que j'ai déjà prévu, quoi. d'accord, Donc il peut y avoir quelques modifications liées à ça, mais sinon moi ma session elle est prévue. Je sais que le week-end prochain on va jouer telle équipe, donc cette semaine-là, c'était pas mal de faire la transition offensive, par exemple. Euh, voilà. Donc là, j'ai ma transition offensive. Donc je vais regarder le match d'avant en transition offensive. Qu'est-ce qu'on a eu du mal à faire ou qu'est-ce qu'on a fait bien ou qu'il faut refaire. Et puis là, je vois quand même que je dois me concentrer dans la dernière partie du terrain et qu'on travaille sur les combinaisons offensives. Donc je vais regarder mes combinaisons offensives et puis à partir de ça, on va partir du constat avec les joueurs, du constat de ce qu'on a fait et puis de où on veut évoluer. Donc, je vais décrire mes objectifs et puis après, je vais je vais écrire la principale partie de l'entraînement, celle où je vais introduire le plus de choses, de plus de teaching. Donc ça va être ma principale partie. Et puis après, je vais aménager les autres exercices autour, quoi, en fonction. d'accord, ok. Ok. Tu... Je sais pas si ça fait du sens, mais Non, si, si, bah, l'important c'est que ça en fasse pour toi. Après, j'essaie de comprendre parce que il y a forcément des trucs à prendre, donc c'est pour ça que je pose la question. Euh, mais en gros, tu crées tes séances. À chaque fois que tu as une séance, tu la crées. Elles sont uniques. Tu réutilises pas des séances que tu as déjà faites. non, non, pas en termes de contenu de ce que je vais dire. Après, si, il y a des choses que je dis qui se répètent, hein, et la répétition, c'est l'apprentissage aussi, hein, Exact. donc il y a quand même une partie là-dessus, mais après, non, ça va être vraiment en fonction de mon objectif, de ce qu'on a fait les semaines d'avant, tu vois, d'apporter une progression. Si on a fait un exercice la semaine d'avant, peut-être qu'on va faire le même la semaine qui suit, mais avec une étape plus dure ou avec une modification qui va apporter une progression par rapport à ce qu'on a fait, à ce qu'on a fait la dernière fois sur ce même thème, quoi. Ok. Mhm. Ok. Et bah, justement, j'enchaîne un petit peu. Là, ça fait 1h30 là, Raphaël. Ouais. Tu veux combien de temps tu dis dans combien de temps tu veux qu'on termine? Dans 1 heure, moi ça me va, hein. Dans 1 heure, ça te va? Ouais, carrément. Ok. C'est bon. Ok, je suis chanceux, parfait. Ok, moi ça me va, moi j'ai tout mon temps. Bon, bah allez. Non, mais nous on a match ce soir là, mais c'est tout, quoi. D'accord, mais non, mais je veux. Si est-ce que tu veux faire une pause peut-être ou tu veux, je sais pas, boire ou manger un truc ou. Attends, là par contre, ouais, je viens de recevoir un appel, donc il y a possibilité que je rappelle et que je te rappelle après. Il y a aucun problème. Tant mieux, comme ça fait une petite pause et je suis vraiment content que tu me dises en plus si t'es prêt encore à passer 45-50 minutes, tant mieux. Et moi, ça me permettait justement de faire une pause dans mon esprit et puis de réfléchir aux questions que je voulais te poser. Et j'étais justement en train de, Yes.
J'étais justement en train de me dire que moi j'écoute énormément de podcasts depuis, comme tu le sais, je t'ai déjà dit, depuis au moins, je sais pas, 6 7 mois. Et notamment un des podcasts que j'écoute le plus, euh, et ben il y a des épisodes de 2 heures, 2h45. Et je me Ouais. régale à les écouter, je me régale. Parfois, je, je vais courir pendant 45 minutes, 1 heure. Hop, j'ai pas fini le podcast, c'est pas grave. Le lendemain, je vais recourir, enfin, le lendemain ou 2 jours après ou 3 jours après, je vais recourir. Je reprends mon podcast et puis en fait, j'écoute en deux, trois fois 2 heures, 2h45 de podcast et je me régale. Donc, si toi t'es ok avec ça et que tu passes, c'est pas, tu passes un bon moment et puis moi je passe vraiment un agréable moment, je pose des questions où je veux des réponses, enfin les réponses que Non, mais tu. y a pas de souci. Et puis Mm. après, le plus de contenu tu as, le mieux c'est pour trier après, quoi. Ouais, ouais. Après, la plupart des choses que tu dis, je t'avoue qu'elles m'intéressent. Donc, Bon, ok. parce que j'avoue que c'est ça avant tout pour moi et puis ça me permettait un peu de savoir. Et d'ailleurs, je serais curieux avant que j'oublie le diagramme dont tu m'as parlé. Ouais. Tu serais capable de me le partager? Ouais, mais c'est tout trouvable sur Internet, donc y a Ok, vraiment pas de souci. ok. Et ouais, parce que je me dis, ok, sur le podcast, je serais comme ça me permet de réfléchir et tout. Peut-être qu'en lien, je mettrais justement le diagramme et le coach pathway dont tu m'as parlé. Ouais. Comme ça, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, Ouais. parce que déjà Alors, c'est pour moi, mais donc c'est ce qu'ils appellent le football model. difficile pour toi de te familiariser avec un nouvel un environnement là-bas, en termes de foot, en termes de formation, en termes de vision du foot. Euh, Pas vraiment parce que j'avais pas trop de, moi j'avais pas d'expérience avant, donc c'était difficile pour moi de comparer avec d'autres choses. D'accord. Mais la seule expérience que j'avais, c'était ma propre façon de voir le truc. Mhm. Non, non, c'est là-dessus, j'ai pas eu trop de mal à m'adapter. J'ai, là où ça a pris un peu de temps, c'est sur le vocabulaire, la manière de communiquer sur le terrain, des choses comme ça. Et tout le jargon, en fait. Vas-y, je t'en prie, Ouais. parlons-en. C'était ma prochaine question, j'allais dire. Et sinon, le coaching en anglais et le coaching avec un Bah, vocabulaire d'Océanie, sur le contexte d'Australie. Là, pour te dire, si je devais faire une session en français, je serais bien embêté. Je serais bien embêté parce que même quand tu vois, quand on parle là, il y a plein de choses que j'ai du mal à trouver les mots exacts qui sont utilisés en France, les mots techniques qui sont utilisés en France. Eh ben, je l'ai parfaitement, Euh, je le ressens. ouais, donc là, je serais bien embêté si je devais faire ça. Ça reprendrait un peu de temps pour se remettre à niveau en français là-dessus. C'est Euh, fou. Ce qui est Ok, quand même, ouais, bah oui, après, je suis dans cet environnement, ça bien fait, ouais, sûr. c'est 3 ans plein maintenant, Mhm. ouais. Tu côtoies pas de français, de francophones en Australie? Pas de, Non, pas vraiment, non. Non, n- non, très, n- très peu. ni de, comment dire, ni d'amis ou dans ton réseau social en dehors du club, mais pas d'entraîneur francophone dans le club. Non, pas dans le club. Il y a un joueur français, un joueur de l'équipe première qui est d'Avignon. Donc, je parle un peu français avec lui. D'accord. Mais bon, même, bon, voilà, tu sais, après, ça fait un peu ridicule, mais quand on se parle français, quand il y a des mots de football, ça vient en anglais plus, parce que lui, c'est pareil, il est là depuis plusieurs années. D'accord. Il joue au club depuis plusieurs années. J'ai rencontré un Français qui était, d'ailleurs, qui bossait à Brest, je crois, qui bossait éducateur au centre à Brest, et qui là était à Manly l'année dernière. Donc, je sais pas un peu ce qu'il fait cette année, mais ouais, c'était marrant, tu sais, ça s'entend avec l'accent, quoi. Tu l'entends coacher, et puis hop, après, pendant le match, tu vas voir, ah bah, t'es français. Donc, euh, Non, ouais, non. c'était pas mal, mais non, sinon, il n'y a pas énormément de français, non. La plupart, la majorité des entraîneurs que tu rencontres sont australiens? Australien, je sais pas, mais je pense australien et UK. Hmm. UK, beaucoup, beaucoup. Là, dans le club, il y a écossais,
anglais. Ouais. C'est un peu les deux nationalités qui ressortent le plus chez les coachs. Et puis après, il y a australien chez les jeunes, notamment les jeunes coachs qu'on a là. Ah, alors finalement, ton parcours d'entraîneur, ta formation, ton éducation d'entraîneur, elle va avoir une forte connotation Première Ligue. Bah ouais. Bah le championnat, là, il suffit de regarder un peu les matchs des U16, ça suit les tendances, suivent beaucoup les tendances qu'il y a en Première Ligue. C'est-à-dire? Au fur et à mesure des années, bah, c'est que ça soit d'un point de vue tactique, de formation, ou d'un point de vue de style de jeu. Beaucoup d'équipes jouent en transition. Ouais, ça se voit qu'ils regardent la Première Ligue, quoi. Ça se voit que ça s'inspirait là-dessus beaucoup plus que la Liga ou Calcio. Par rapport à la saison passée, on en avait déjà Bah, parlé. ouais, la saison passée, c'est je pense la transition, c'est la principale chose qui évolue en ce moment là. Tu vois bien, en Angleterre, ça va d'un but à l'autre tout le temps. Donc ici, ça fait un peu pareil. Ça suit. Après, pareil en termes de, il y a quand même en Australie, ils préconisent un 4-3-3 quand même. La fédération préconise un 4-3-3. Pourquoi? Bah, parce qu'ils estiment que c'est le meilleur moyen de gagner en ayant ce qu'ils appellent une effective possession, une possession efficace. C'est le meilleur moyen, pardon, de gagner des matchs en ayant une possession efficace. D'accord. Voilà. En utilisation rationnelle du terrain, c'est ça? Ouais. C'est ça, que il y a un peu un joueur à peu près de façon sur chaque endroit du terrain, il y a une occupation rationnelle, dire où c'est ça, il y a 3 attaquants, donc on va dire que les 3 couloirs sont globalement occupés. Au milieu, tu es capable d'organiser différemment, mais le milieu permet de nombreuses combinaisons entre 3 joueurs et puis avoir une ligne de base de 4. C'est ça un peu l'idée? Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est un cadre aussi c'est un cadre pour les entraîneurs aussi. Donc c'est quelque chose qui est expliqué dans un document qu'on peut trouver en ligne aussi. Bon après, moi là je sais pas parce que on remarque quand même que les équipes ont beaucoup tendance à changer de système ces derniers temps. Donc je pense que là il y a une évolution qui se passe à ce niveau-là. Il y a des équipes qui peuvent jouer dans différents systèmes, différentes animations au sein d'un même match. Donc je sais pas vraiment de ce qu'il en est de cette évolution parce que c'est quand même quelques années là ce 4-3-3. Mais bon, c'est un cadre que les entraîneurs ils peuvent utiliser. Et nous, on l'avait quand même pas mal dans le club ces dernières années. C'est vrai qu'avec mes 16, les 2 dernières années, c'était un 4-3-3 presque pas obligatoire, mais bon, fortement conseillé, quoi, je dirais. Mm-hmm. Et puis là, cette année, ce qui se passe, c'est que j'ai pas d'ailier dans mon équipe de 16. Donc du coup, par la force des choses, je vais changer. Et je suis très excité à ce propos-là, d'ailleurs. Le fait de changer de formation? Ouais, le fait de changer, on va jouer un peu à 3 derrière, on va changer souvent, donc ça va être quelque chose de nouveau aussi pour moi cette année. Avec validation du directeur technique? Avec validation du directeur technique, ouais. D'accord. Ok, vas-y, pourquoi justement cette réflexion? Pas d'ailier? Et... Là, c'est principalement, j'ai pas d'ailier pour jouer en 4-3-3. Donc, d'accord. J'ai pas d'ailier. Donc après, à partir de là, j'ai des joueurs qui Après, si j'en ai pas, c'est parce que c'est ce qu'on n'a pas trouvé, qu'on n'a pas voulu prendre des joueurs en dessous d'un certain standard, quoi. D'accord. Et donc, du coup, bah là, je suis avec des gens qui préfèrent être un peu plus axiaux, avec des joueurs côté qui sont un peu plus défensifs, des latéraux. J'ai quand même dans mon groupe, j'ai 4 joueurs qui peuvent jouer latéral. Et après, il y a beaucoup qui peuvent jouer 8, 10, 9, quoi. Donc, on va beaucoup alterner
alterner là-dessus et puis travailler vraiment une association à deux devant. Et puis, du coup, même pour les joueurs, c'est quelque chose de nouveau, donc ça va être intéressant, je pense, d'apprendre ça. Ça leur donne plus de billes que quand ils vont arriver au niveau d'après, bah, ils auront plus de facilité à s'adapter, je pense. Donc, Parce que généralement, je pense que ça va être bien pour tout le monde. Parce que généralement, quand tu fais le choix d'un dispositif comme celui-là, il y a de fortes probabilités que vous l'utilisiez sur une grosse partie de l'année ou vous pouvez être amené à changer parfois. Bah, là, je pense que on va rester bloqué sur une attaque à deux. Et puis après, en fonction des animations, ça jouera à 3 derrière. Et puis en fonction de ce qui se passe dans un match, tu peux avoir des joueurs excentrés un peu plus haut et passer presque à 4 devant, quoi. Mais je pense vraiment rester focus sur un travail à 2 devant. Parce que j'ai pas vraiment les joueurs pour pouvoir faire autre chose dans cette partie-là, je pense. D'accord. En tout cas, de mettre. Tout le reste autour, je pense, va bouger en fonction des joueurs disponibles et parce que j'essaye de faire en sorte que le système s'adapte aux joueurs, plus que le joueur s'adapte au système. D'accord. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il y a 3 ans, je pensais pas. Il y a 3 ans, je pensais vraiment pouvoir imposer les positions aux joueurs. Et puis, mais là, je me dis que ça peut être pas mal aussi de changer. Pareil, dans cet esprit de recherche et d'essayer de trouver ce qui marche le mieux. Donc tu dis notamment que tu as 4 joueurs qui sont capables de jouer dans les couloirs en termes de latéraux, ouais. C'est ça que tu as dit? Ouais, j'ai en latéraux et puis j'en ai surtout 2 qui peuvent jouer dans un système à 3 derrière, qui peuvent faire piston. Donc je pense que quand ces 2-là vont être disponibles, ça risque de s'orienter pas mal sur un 3-5-2. Et puis après voilà, je pense qu'il faut travailler aussi un plan B et puis voir ce qu'on peut faire, un 4-4-2 avec un losange ou à plat, ou je pense que ça dépend des joueurs aussi qui seront disponibles. Comment tu fais ta sélection des matchs? Comment tu fais ton choix définitif sur la composition que tu auras le week-end? Prenons un exemple, tu as un match dans un mois, un match de compétition évidemment, ouais. Officiel. Comment tu fais ta sélection des joueurs? Bon, déjà, il y a une sélection naturelle qui se fait en fonction des blessures et des disponibilités. Ensuite, il y a la sélection qui se fait par rapport à la présence à l'entraînement. Importante pour toi? On a 3 entraînements par semaine. Si t'es pas là 2 fois, tu peux pas démarrer. Si t'es pas là une fois et que tout le monde était là les 3 fois, tu démarres pas non plus. Ça me permet déjà de faire une sélection là-dessus. C'est non négociable, ça. Il y a toujours des absences qui après sont justifiées ou non. Donc là, après, c'est pas non plus tout blanc ou noir, mais bon, déjà, moi, ça me permet ça, je trouve que c'est important pour les joueurs, surtout les joueurs qui travaillent à l'entraînement, qui sont pas forcément les plus performants, mais bon, au moins, ça leur permet de démarrer aussi de temps en temps. Les joueurs, les parents cautionnent ce choix? Là, maintenant, on est passé dans une politique où on leur explique qu'il n'y a pas de temps de jeu garanti. D'accord. Donc là, ils le savent quand ils signent, que le temps de jeu, il se mérite. Donc, en fonction, déjà, ce que je t'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui va venir les 3 entraînements par semaine, il aura un minimum de temps de jeu sur un match qui faisait 70 minutes, il aura au moins une moitié, je dirais. D'accord. Mais après, il n'y a rien qui est garanti, quoi. Donc, là, moi, je suis d'accord avec ça. Le gars qui se présente pas ou qui je sais pas, qui est en retard, qui a un comportement qui est pas adapté, il mérite pas de jouer beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on décide d'élever un peu le niveau à ce niveau. D'accord. Et puis après ça va être en fonction de l'adversaire et en fonction de la semaine ou non, pas de la semaine, mais de la dynamique, je dirais. Et c'est pas mal axé là-dessus, principalement. C'est-à-dire la dynamique? C'est-à-dire les joueurs qui sont en forme, physiquement, mentalement,
quelqu'un qui est sur une pente ascendante, bah, je vais essayer de l'encourager à continuer là-dessus. Quelqu'un qui a, ouais, c'est ça la dynamique, je pense. Ok, et en fonction de l'adversaire, par exemple, là, tu me dis qu'il va y avoir 11 matchs. Tu les connais, les adversaires? Ouais. Comment tu t'es renseigné? Comment tu... Bah, je commence à connaître un peu les clubs déjà en fonction un peu du standard des clubs. Des, j'ai les résultats des années précédentes, j'ai le retour d'expérience de mes joueurs des années précédentes que j'utilise aussi, et puis la vidéo de temps en temps quand les matchs de l'année précédente ont été filmés. Il y a un travail de vidéo aussi que je peux faire pour essayer de les connaître un peu. Et puis ouais, après c'est ça, il y a le classement actuel, contre qui ils ont joué, qu'est-ce qu'ils ont fait, En quoi est-ce qu'ils prennent le... des buts. Il y a certaines informations qu'on peut avoir en regardant le feuille de match, est-ce qu'ils prennent des buts en première mi-temps, deuxième mi-temps, enfin il y a des petits trucs comme ça qui peuvent aider. Et en quoi l'adversaire influence justement ta composition? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu regardes et après, quel impact ça a sur ta composition? Bah moi, en gros, je vois que sur un match, je vais jouer des équipes de bas de classement. Je vais pouvoir faire jouer des joueurs qui sont pas forcément dans mon. Je vais pouvoir faire démarrer des joueurs qui sont pas forcément mon- 11 de départ. dans mon meilleur 11, Mhm. dans mon meilleur 11. Donc là, ça va être l'occasion. Quand au contraire, je vais jouer une top équipe, bah, je vais essayer quand même si on a des changements illimités, je vais essayer quand même de démarrer avec mon meilleur 11. Et puis après voir si c'est une équipe de milieu de tableau, je vais essayer de répartir peut-être, tu vois, de répartir un peu mes forces quand je fais mon 11 de démarrage, et puis essayer d'anticiper un peu les changements aussi, quoi. Vu que c'est illimité, il y a quand même moyen de planifier. D'accord. Comment tu communiques avec tes joueurs sur qui est-ce que tu convoques, comment tu les convoques, à quel moment ils savent qu'ils sont convoqués pour le match, à quel moment ils connaissent la composition définitive pour le match? Alors ils savent ils sont tous convoqués pour le match principalement, hein. D'accord. Généralement il y a pas de joueur à part s'il y a une sanction. Mais, non, il y a tout le monde de convoqué. Le 11, ça dépend, c'est pareil, là, je cherche. Je sais pas ce qui est le mieux. De temps en temps, je le fais le jeudi si on joue le samedi. De temps en temps, je le fais le samedi matin avant qu'on se rencontre. De temps en temps, je le fais juste dans les vestiaires avant qu'on aille s'échauffer. Je sais pas trop. Je teste un peu tout D'accord. là-dessus. Pour leur annoncer ou pour la préparer? Non, pour l'annoncer. Parfois, tu leur annonces le jeudi la composition du samedi? Parfois, le jeudi soir, ouais, ils savent. Ouais. Ils savent, ok, ce week-end on joue en Ouais, parce 4-3-3. généralement, on joue les 18 le jeudi soir. D'accord. Donc, après ce match-là, on fait un débrief du match. Et puis si moi, si je suis déjà sûr, et puis comme je t'ai dit, j'essaye. Donc, je vois un peu, j'essaye de prévenir maintenant à ce moment-là. Et puis, je vois ce que ça donne, quoi. Ok, Mais bon, tu intéressant. sais, c'est pas évident tout ça. C'est pas évident même à évaluer si le fait d'avoir dit ça le jeudi provoquait un effet positif. Comment évaluer ça? C'est très très difficile. Bien sûr, bien sûr. Donc, Non, non, on discute là. donc Ouais. ouais, on cherche quoi. On cherche. c'est c'est intéressant, je trouve. Moi, ça m'intéresse tous ces trucs-là. Ouais, complètement. C'est pour ça on discute. J'ai vu, ouais, tu t'amènes un autre point de vue. J'en ai vu, c'est ça, j'en ai vu annoncer le vendredi avant l'entraînement, à la fin de l'entraînement, par message, un envoi via coach, my coach. My Ouais. Coach adjoint où les joueurs peuvent avoir accès. Du coup, tu balances la compo de départ via, donc tu peux t'en rendre compte sur Internet directement. Ou je sais qu'il y a des applications maintenant qui se font sur téléphone qui sont vachement bien intuitives. Il y en a aussi, un peu comme il y en a qui diraient comme Ferguson. Ferguson, apparemment, monsieur, Sir Alex Ferguson, tu ne savais pas. Avant 10 minutes avant le coup d'envoi, limite, j'exagère un peu, mais qui allait démarrer Ok. la composition de départ, alors qu'Arsène Wenger, généralement, tu savais peut-être 2-3 jours à l'avance, des trucs comme ça. Mhm. Des petites anecdotes, mais je sais pas s'il y a une science exacte sur ça.
Non, bah non, je pense pas. Et après, j'ai remarqué aussi que ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui aiment bien être savoir et puis d'autres pas forcément quoi. D'accord. Mais là, j'ai une expérience quand même l'année dernière. C'est pareil, je peux pas être sûr de ça quoi, parce qu'il y a plein d'autres données qui rentrent en compte. Mais je pense que le fait de l'avoir dit avant, bah, sur certains joueurs, ça les a bloqués un peu. Tu vois, ils sont mis peut-être un peu de pression. Ou, je sais Ils ont fait le match avant de l'avoir joué. Ils ont peut-être fait le match un peu avant de l'avoir joué aussi. Ouais. Donc, ça dépend des caractères. Mais c'est aussi une manière peut-être de connaître mieux les joueurs et de voir un peu comment ils fonctionnent. C'est quoi un peu ton discours euh, pas les, bah, c'est quoi un peu tes causeries d'entraînement? C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que tu dis à ton groupe en début de séance ou en fin de séance? Et qu'est-ce que tu dis également à ton groupe en peut-être la dernière séance de la semaine, mais également bah, avant de démarrer le match? Là, je sais que c'est différentes questions, mais Hum, alors, par où tu veux commencer? bah vas-y, durant la Euh, semaine. Comment tu prends ton groupe? Qu'est-ce que tu dis? À quoi ça ressemble? donc, en gros, bah, le lundi, c'est lundi, mardi, jeudi qu'on a. Et puis, on Lundi. joue le samedi ou le dimanche. Donc, le lundi, bah, on va revenir sur le match d'avant, essayer de donner. Alors, parfois le lundi, parfois le mardi, ça dépend de quand. Généralement, je filme tous les matchs dans lesquels on participe. Donc, je peux après regarder. Si on a joué le dimanche et que j'ai fait ça dans la soirée, j'en parle le lundi. Sinon, j'en parlerai le mardi. Donc, je donne quelques infos. J'aime bien donner le nombre de situations qu'on s'est créées, les situations qu'on a concédées, parce que c'est un peu ce qu'on cherche là à notre niveau, plutôt que la finition. S'il faut choisir, je pense que je préfère me concentrer sur créer beaucoup de situations et avoir un finish que avoir un bon finish et avoir seulement 2-3 situations par match quoi. Donc on se concentre là-dessus. Puis après euh, on va parler de l'objectif de la semaine, comment la semaine va se dérouler rapidement, vraiment rapidement, parce qu'on a des sessions qui sont courtes, donc je prends pas trop de temps là-dessus. Donc voilà, après on entre vite dans le vif du sujet. Je travaille beaucoup sur la communication participative aussi. Tu poses beaucoup de Euh, questions? Mhm. ouais, ouais. D'accord. Je pose beaucoup de questions avec des réponses que j'attends, quoi. Et D'accord. puis voilà, des choses à introduire, des questions orientées. Essayer d'ouvrir au maximum au début et puis après de resserrer en fonction des réponses. Il n'y a pas de vestiaire là hein, Euh, pour l'entraînement. non, Tu y a fais pas de ça vestiaire à sur le l'entraînement, on terrain est sur le terrain. directement. Ouais. On est sur D'accord. le terrain. Ok. On peut éventuellement aller au vestiaire, mais ça, je le fais que vraiment. Si on a joué le samedi, si on a joué le dimanche, pardon, que bah, l'école est en marche, que les gamins commencent à être un peu fatigués, bah, le lundi, on va peut-être aller dans le vestiaire et puis soit faire une petite réunion, ou soit voir un peu de vidéo, ou un peu des deux. Ou voilà, ou là, ça sera participatif aussi. Ah, ça arrive que quelquefois tu t'en profites sur le lundi, mardi peut-être, faire un peu de vidéo directement avant la Sur séance. le lundi, ouais. Ouais, sur le lundi. Sur un retour de Même pas avant match. la séance, ouais, on fait juste, ouais, puis après, on va faire une session de récupération, quoi. Si on fait une session de récupération, on va faire un peu de vidéo avant, et puis après, on va faire un peu de récupération. D'accord. Et puis après, on attaque la semaine. Et puis sinon, après, à la fin de la semaine, bah, les objectifs pour le match. Euh, c'est ça, le bilan, un peu bilan de la semaine, du match qu'on a fait avec les 18, parce qu'on joue quand même presque tous les jeudis les 18. Puis c'est une bonne opposition pour nous, parce que c'est physiquement meilleur. Donc, Ma dernière question, c'est est-ce que dans ton parcours, bon, je pense que ça fait 5, 6 ans, un peu plus que tu entraînes, est-ce qu'il y a eu des mentors et pourquoi eux, quel impact ils ont eu sur ton parcours? hmm, bah ouais, non, justement, ça a été quelque chose qui a pas été beaucoup présent depuis que je coach. Au Congo, il y avait personne. Euh, Ici, les 2 premières années, j'étais quand même assez autonome avec peu de feedback. L'année dernière, j'en ai eu quand même un peu plus, que ça soit du directeur technique et puis bah, de l'entraîneur des Rich Barnes, qui est l'entraîneur des 18 et des 20 ici au club, qui a une licence A. Euh,
Donc, j'échange pas mal avec lui, j'apprends pas mal de lui. Et puis oui, après c'est ça, mais je pense que c'est vachement important, hein. Il nous le disait même en fonction, c'était vachement important d'essayer de trouver quelqu'un qui pouvait nous donner un feedback, etc. Et puis nous, quand on est la tête dans le guidon tout au long de l'année, c'est dur aussi parfois de prendre du recul. Donc voilà, parfois même une moyen d'avoir un feedback intéressant, c'est parfois les parents filment les matchs. Donc quand les parents filment nos matchs, moi, j'ai leurs commentaires, et parfois c'est pareil que quand tu regardes Gourcuff, hein, parfois peut y avoir un match où je vais rien prendre de ces commentaires, mais parfois dans les réactions, tu vois, dans les manières dont eux vivent le match, il y a quelques trucs à aller chercher, quelques informations de feedback à aller récupérer là-dessus. C'est marrant, je vois exactement ce dont à quoi tu fais référence, ça m'est arrivé quelques fois également. Ouais, mais après, ouais, c'est dur de. J'ai du mal au début à avoir quelqu'un avec qui vraiment partager un peu ce que je vivais, quoi. Ouais. Non, je comprends, ouais. Et pourtant, ouais, si je te pose la question, j'avoue que moi, ça m'importe beaucoup. Je donne beaucoup d'importance, ouais, à la notion de mentorat et de pouvoir trouver quelqu'un, un guide à un moment donné qui fait gagner du temps parce que il y a des petits conseils, des petits retours. Oui, et puis ça permet de voir aussi les choses, peut-être, tu vois, des choses que pas que tu pensais pas, ou peut-être que t'étais pas d'accord avant, et puis que tu vois quelqu'un d'autre faire ça. Non, mais finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Et vice versa, quoi, des choses que une personne va faire, et puis ça, c'est quand même pas mal dans notre club. Les coachs, on est quand même assez proches les uns des autres, même si on s'entraîne plus ou moins aux mêmes heures. On voit un peu ce que chacun fait, et puis on converse quand même pas mal. Donc il y a des choses qu'on dit, ça je vais le prendre, ça peut-être pas. Et puis peut-être que l'année suivante ça va changer, quoi. Ok, Raphaël. Écoute, je te remercie. Non, j'en ai pris là pour ton temps. J'en ai pris pour mon temps pour un petit moment là. C'est cool, ça m'a fait plaisir. Ouais, non, j'avoue, on avait eu déjà des petites discussions et tout, et là, je pense que maintenant je connais le foot en Australie. Bon, c'est bien. Et il va falloir que comment tu comptes rendre compte de la Corée? T'as pas un blog ou un truc de prévu comme ça? Je suis justement en train d'y travailler. Ouais. Je commence à me dire, ouais, tu t'as parlé de transparence. Je trouve un gros intérêt et justement à discuter avec des personnes comme toi où justement t'es transparent, t'as un peu de temps, là en l'occurrence quand même beaucoup de temps. Je me dis, même moi je pense qu'il faudrait être encore plus transparent. Donc j'y travaille et ouais je suis là-dessus. Je me dis ok, parce que je me dis ça peut intéresser. Je sais que j'ai quelques potes notamment qui me disent ça serait bien, que tu partages un peu, on n'arrive pas à suivre et tout. Je dis ok, comme on n'a pas toujours l'occasion d'avoir 2 heures au téléphone avec tout le monde. Ouais, c'est clair. Donc là c'est une chance, je suis privilégié, je te remercie. Ouais, et j'ai le cerveau qui va exploser tellement je savais plus où donner de la tête. Évidemment j'avais encore beaucoup de questions à poser, mais c'est pas possible. Ça sera une autre occasion et puis de savoir un peu comment ça évolue. Donc ouais, merci beaucoup. Je sais que là c'était pas la meilleure période, mais je te souhaite bon courage dans ta saison là. Merci à toi. Et puis bon courage en Corée aussi. Et puis non, je te souhaite une bonne saison et puis de toute façon on reste en contact durant ta saison et puis prends des notes aussi. Pas de souci. Prends des notes on reste en contact. pour moi. Il y a pas de problème. Et puis à bientôt Raphaël. Allez, à bientôt. Salut. Profite bien. Bon courage, bon match cet après-midi. Ouais, merci. Salut. L'épisode est terminé. Il est enfin terminé, ou plutôt devrais-je dire déjà terminé. Si vous écoutez cette conclusion, c'est que vous avez tenu le coup. Je tiens à vous féliciter. Sachez qu'il y a de très faibles chances pour que les prochains épisodes soient plus courts.
je n'en dis pas plus. Cependant, vous avez peut-être remarqué que durant cet épisode, il y a eu quelques soucis au montage, quelques coupures. J'en suis à mon avis le principal responsable, que ce soit un manque de compétences techniques, un manque de connaissances, un manque d'habitude dans la gestion et l'utilisation de certains outils. J'en suis désolé, surtout vis-à-vis de Raphaël, surtout si vous souhaitiez avoir accès à l'ensemble du contenu. J'espère que ça vous aura quand même permis d'en savoir un peu plus sur le football en Australie. En ce qui me concerne, c'est le cas, j'en sais un petit peu plus. En ce qui concerne la suite, eh bien, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où cette fois-ci nous resterons uniquement en Europe. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous évidemment.